Bon, je suis heureux de voir que l'amphi est plein. Il y a encore quelques places au premier rang. Donc pour cette leçon inaugurale, nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Amand, biologiste, chercheur à l'INRAE, directeur de l'Institut Michel Serres. Ses travaux récents portent sur les questions liées au progrès, à la technologie, au vivant. Depuis la révolution industrielle, la performance a guidé nos sociétés avec des avancées considérables. Mais force est de constater que la société, l'économie, les écosystèmes commencent à être impactés par le culte de l'efficacité, les changements climatiques, l'épuisement des ressources, la multiplication des crises en sont des signes tangibles. Fort de ce constat, Olivier Amand propose de partir vers un nouveau cap. Plutôt que la performance, viser la robustesse, c'est-à-dire la capacité à résister aux chocs, l'aptitude à s'adapter à l'imprévu, ou encore la capacité à rester stable dans un monde fluctuant. Olivier Amand va nous montrer comment ces caractéristiques du monde vivant peuvent se concrétiser dans nos sociétés. Alors ce message, il s'adresse particulièrement à vous, futurs ingénieurs, qui allez être en charge des grandes transformations à venir. Je vous demande d'écouter cette leçon inaugurale avec curiosité et esprit critique. C'est une invitation à repenser nos façons de concevoir, de travailler, de vivre. Voilà, merci et bonne conférence. Bien, merci d'être là, merci pour l'invitation, je vais me mettre là, voilà. Donc ouais, en effet, moi je suis biologiste, je travaille dans un laboratoire à Normal Sup à Lyon qui travaille sur le développement des plantes, mais je ne vais pas trop vous parler de mes recherches sur les plantes, plutôt avec ma casquette de l'Institut Michel Serres, vous parler un peu de notre relation à notre milieu. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous inviter à dérailler. Je dis bien dérailler, parce que nous sommes sur des rails. Alors, je démarre avec cette photo. Peut-être que vous reconnaissez une certaine montagne. Peut-être qu'aussi vous détectez un problème dans cette photo. Je ne sais pas. Alors, je vais dézoomer. Vous allez tout de suite voir le problème. Voilà. Donc cette montagne, cette nature, ce monde, en fait, on l'habite en pensant au contrôle. Voilà. On veut contrôler notre milieu et ça, c'est comme ça depuis très longtemps. On peut même remonter jusqu'au néolithique. Donc le néolithique, c'est depuis le dernier âge glaciaire, quand on a inventé l'agriculture, la domestication, la sédentarisation. En fait, on a voulu contrôler la nature. C'est un choix conscient de sécuriser la prise alimentaire et puis après, on n'a pas arrêté. Alors, cette histoire de rapport au contrôle, en fait, on veut contrôler notre environnement. Et en fait, ça produit des choses. Ça produit des choses et ça produit notamment la société du bunker. Alors, je ne veux pas trivialiser le bunker, surtout dans cette période un peu compliquée d'un point de vue géopolitique, mais nous passons toutes et tous du temps dans des bunkers tous les jours. Absolument tous les jours, on passe du temps dans des bunkers. Donc si vous êtes en voiture, tout seul dans une voiture, c'est un bunker. Voilà, une zone sous contrôle où vous avez très peu d'interaction avec le monde. Si vous êtes devant votre écran, c'est pareil, vous êtes dans un bunker. Vous êtes dans une zone très safe,
sans aucune interaction avec le monde. Et ouais, en fait, cette monoculture du contrôle, elle est partout, hein, y compris dans les champs, dans les villes, dans l'urbanisme hein, aussi, voilà, un peu partout. Alors, qu'est-ce que ça produit? Donc, cette société du contrôle, cette société du bunker, quel est son idéal? Alors, son idéal, c'est très simple, c'est l'invulnérabilité. Évidemment, parce que si on veut tout contrôler, si on veut être vraiment tout le temps en sécurité, l'idéal, c'est d'être invulnérable. Et bien là, je vous présente du gazon invulnérable. Vous avez remarqué, il est mort. Hein. Ben, en fait, c'est ça le problème, c'est que quand on est invulnérable, ben, c'est le seul moment, enfin, quand on est mort, hein, c'est le seul moment où on est invulnérable. Donc en fait, l'invulnérabilité, eh ben, c'est un choix de mort. Alors en fait, c'est presque trop beau pour être vrai, mais là, je vous mets Iron Man. Iron Man, c'est un sarcophage volant. Donc en fait, c'est vraiment assez incroyable. Hein. C'est vraiment le projet de mort, quoi. Alors, pourquoi on est tombé là-dedans? On peut se demander quand même, hein, parce que c'est quand même une trajectoire assez bizarre hein, de vouloir tout contrôler, et finalement de vouloir mourir plus vite. Hein. Alors, il y a un piège qu'il faut illustrer. Donc là, je suis désolé pour la diapo un petit peu aride, mais c'est une boucle, un piège systémique. En fait, quand on a par exemple, si je commence à gauche là, une crise, une rupture, bah, quand il y a une crise, en général, on a besoin de sécurité, on a besoin de contrôle. Ça, c'est la pyramide de Maslow. Besoin de sécurité, tout le monde en a besoin. Ça se comprend très bien. Mais ce qui vient après le besoin de contrôle, c'est l'augmentation des performances. C'est ça qu'il faut peut-être questionner. En général, on invente des technologies, des organisations, des collectifs qui sont de plus en plus performants. Ben, qu'est-ce que ça fait, ça? Quand on performe plus, en fait, on dissipe encore plus les ressources. Ben, si on dissipe les ressources, on va les épuiser, et ben, ça génère la crise suivante. Et vous voyez, c'est un peu le hamster dans sa roue. On tourne, et c'est le piège de la performance. Alors, ce point-là, là, il est clé parce qu'en fait, c'est ça qui explique, en tout cas en partie, mais à mon avis, c'est quand même au cœur, la polycrise dans laquelle on est. C'est que les crises se rapprochent et s'intensifient. Ben, au cœur, il y a ce moteur de la performance. Alors du coup, il faut bien que je définisse la performance. Alors la performance, hein, au départ, c'était pas cette définition-là. Hein. La performance, au départ, c'est l'art de bien faire, qu'on trouve encore dans la performance artistique. Sauf que le contrôleur de gestion est passé par là, et c'est devenu la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif, efficience avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et donc ça ne vous a pas échappé, hein, la performance, c'est une machine, c'est ce qu'on demande aux machines, hein, d'être performantes. Et donc quand on demande aux humains, aux organisations d'être performantes, en fait, c'est de nouveau une idée, c'est la pulsion de mort, hein, quelque part. Bon alors, efficacité, efficience. Vous voyez que je suis quand même assez négatif sur la performance, mais c'est un peu diffus, hein, cette histoire de performance négative. Je voudrais quand même vous donner des arguments un peu scientifiques pour que vous ayez des arguments pour justement dérailler du culte de la performance. Alors le premier argument, ça tient en deux mots, optimiser, fragilise. Optimiser, fragilise. Donc quand on optimise, alors de nouveau, hein, je prends la définition de l'optimisation la plus mainstream, hein, qui est l'augmentation des performances, atteindre son objectif encore plus vite avec encore moins de moyens. Donc ça, c'est de l'optimisation au sens le plus général du terme. Quand on fait ça, on fragilise toujours tout le système. Et donc c'est très clair. Si je prends l'exemple de la mondialisation, là, on a fait l'expérience de beaucoup de ruptures hein, ces derniers temps, là, ces dernières années, parce qu'en fait, on a tout suroptimisé. Tout est tellement suroptimisé que tout craque. Donc peut-être vous vous souvenez, en 2022, pénurie de moutarde, parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Donc depuis quand est-ce qu'on ne peut plus avoir de moutarde en France parce qu'il y a une sécheresse au Canada? Enfin, vous voyez le fait qu'on ne produit plus de graines de moutarde, quasiment plus de graines de moutarde en France. Mais voilà, le canal de Suez bloqué par un bateau. Il y a des entreprises qui ont mis des mois à s'en remettre, hein, alors que c'était bloqué pendant une semaine. Hein. CrowdStrike, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, là, enfin, il y a un an, une erreur de mise à jour et c'est tous les systèmes Windows du monde qui plantent. Vous voyez à quel point c'est fragile. Hein. Peut-être que vous avez entendu parler de NotPetya, là, une cyberattaque en 2017. La Russie qui attaque l'Ukraine. Hein. Bon voilà, cyberattaque, le virus sort de l'Ukraine, les VPN, hein, et donc ça attaque Maersk, le premier transporteur maritime international, 20% du transport maritime international à Copenhague. Du coup, ça écrase tout. Hein. C'est un virus qui était vraiment très très virulent. Ça écrase donc toutes les données à Copenhague, mais aussi dans les 150 centres de Maersk internationaux. Donc c'est une boîte qui allait perdre 60 milliards de dollars. Alors pourquoi Maersk n'a pas fait faillite?
Eh bien, tout simplement parce que le jour de l'infection, au Ghana, il y avait une panne d'électricité. Et c'est ce qui a sauvé Maersk. Alors vous voyez à quoi ça tient quand même. Hein. C'est d'une fragilité absolument incroyable. Hein. Et donc c'est ce qu'on voit en ce moment. Et voilà, on est passé du too big to fail au too big not to fail. C'est en train de craquer de partout. Donc optimiser, fragiliser. Donc vous voyez ça, quand vous voyez le mot optimiser quelque part, il faut vous demander qu'est-ce que je fragilise. Et ça, c'est toujours vrai, hein, ça ne dépend pas du système, hein, c'est toujours vrai. Deuxième critique, c'est l'effet rebond. Alors ça, c'est bien connu des ingénieurs, mais bon, je le dis quand même, ça ira mieux en le disant. L'effet rebond, donc voilà, je prends les frigos. Donc les frigos, dans les années 60, consommaient beaucoup d'énergie, beaucoup de métaux, beaucoup de ressources. Et donc on a fait des progrès d'efficience énergétique. Aujourd'hui, ils consomment beaucoup moins d'électricité. Qu'est-ce qui se passe quand ils consomment moins d'électricité? Ils coûtent moins cher à la fabrication, à l'achat, à l'usage. Et qu'est-ce qui se passe? Ça crée des nouveaux besoins. On fait des frigos américains, on fait des frigos connectés, on fait des caves à vin. Voilà, la population mondiale de frigos actuellement consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est un effet rebond, un grand classique. Hein. Vous pensez faire de la sobriété et en fait, vous faites de l'ébriété. Ça, c'est quand même dommage. Hein. C'est quand même très pernicieux. Alors, vous comprenez que c'est pas que pour les frigos. Hein. C'est vrai pour les voitures, les écrans plats, la lessive concentrée, le pot familial de Nutella. Vous savez, le dentifrice aussi. Ça, on pourrait presque l'appeler l'effet dentifrice. Vous savez, quand vous ouvrez un tube de dentifrice, la première fois, vous en mettez plein sur la brosse à dents, parce que voilà, il y en a plein, c'est l'abondance. Et puis, quand il y en a plus beaucoup, que c'est la fin du tube de dentifrice, alors là, on met vraiment un picogramme de dentifrice sur la brosse à dents. Voilà, ça, c'est l'effet rebond à l'envers, là, cette fois. Bon, donc voilà, on est dans le monde des effets rebonds. Hein, donc les avions n'ont jamais été aussi sobres qu'aujourd'hui. Hein. Bon, voilà, ça a permis le low cost et donc une surconsommation d'avions, le surtourisme, etc. Donc ça, alors en biologie, hein, ça a un nom. En biologie, l'analogie de ça, c'est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est quand votre système immunitaire s'attaque à votre propre corps. Là, c'est des gens de bonne volonté qui veulent faire de la sobriété et sans s'en rendre compte, ils font de l'ébriété. Donc c'est quand même dommage. Alors je suis pas en train de vous dire qu'il faut arrêter avec la sobriété. Hein. C'est pas ça. Il faut bien l'articuler. La sobriété, c'est un très bel objectif. Ce n'est pas nécessairement une bonne stratégie. Il faut créer les conditions qui génèrent de la sobriété. Mais souvent, il ne faut pas commencer par la sobriété, parce que ça génère plutôt le contraire. Ça, c'est une stratégie de performance encore. Troisième critique, oui, j'en ai 4. Hein. Troisième critique de la performance, c'est la loi de Goodhart. Alors ça, il faudrait le mettre sur tout le fronton de toutes les administrations. Quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Oui, c'est très générique, hein. Ça ne dépend pas du système, c'est toujours vrai. Donc ça, si je vous le dis différemment, ça veut dire que tout indicateur de performance est toxique. Alors, c'est pas vraiment l'indicateur de performance qui est toxique, c'est plutôt le cerveau humain qui regarde un indicateur de performance. C'est qu'en fait, on n'est pas très malin. Quand on nous met un indicateur de performance sous les yeux, on ne voit plus que cet indicateur et on oublie tout le reste. Ça pousse à la pensée réductionniste. Alors, il y a des exemples, il y en a vraiment à l'appel. Hein. Donc, par exemple, le sport de compétition, si vraiment vous voulez avoir cette médaille d'or, ce podium, vous pouvez être tenté par le dopage, par vous brûler le corps, hein, vraiment, et donc vous allez faire de la performance, mais ça n'a plus rien à voir avec le sport. C'est que de la compétition, en fait. C'est pareil, le bachotage avant les examens, on l'a tous fait, hein, je pense. Le bachotage, en fait, on va vraiment beaucoup bosser la veille de l'examen, on va passer l'examen, mais on n'aura absolument rien retenu. On a fait de la performance, mais c'est de la performance contre-productive, en fait. Bon, c'est pareil pour l'industrie, hein, les KPI, les Key Performance Indicators. Si une entreprise ne met le compas que sur sa performance financière, elle va planter sa boîte. Ouais, c'est assez clair. Bon, ça c'est la loi de Goodhart. Il y a un adage zen qui le dit différemment. L'adage zen, c'est celui qui a atteint son objectif a manqué tous les autres. À mûrir. Et la quatrième critique de la performance, c'est une équation en 3 mots. En fait, quand vous mettez l'accent sur la performance, c'est toujours une performance relative. On est toujours plus ou moins performant qu'un autre ou qu'une autre. Donc, quand on met l'accent sur la performance, en fait, on met l'accent sur la compétition. Dans une compétition, qui gagne ? Ça vaut vraiment le coup de se poser la question. Hein. Qui gagne dans une compétition ? Alors, c'est très simple, ce sont toujours les plus violents qui gagnent. Et ça, c'est toujours pareil, ça ne dépend pas du contexte, c'est toujours vrai. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des règles, il y a des lois quand même. Oui, alors il y a des règles, il y a des lois qui encadrent le niveau de violence. Mais il y a toujours de la violence. Par exemple, un pompier qui est en compétition avec un feu, avec un incendie,
bah, il sera violent avec son corps. Le sportif de compétition qui fait son sprint, bah, c'est pareil, il est violent avec son corps. Donc c'est toujours vrai ça. Alors c'est pas un problème que la performance appelle la compétition, qui appelle la violence. Ça c'est pas un problème. D'ailleurs le mot ingénieur, peut-être que c'est ça qu'il faut que je le dise. Le mot ingénieur, c'est un mot de la fin du Moyen Âge. C'est celui qui fait des engins de guerre. Il fait des catapultes et des fortifications. C'est ça l'ingénieur au départ. Donc c'est toujours pareil, performance, violence. Enfin, ça marche vraiment très bien. Alors bon, c'est pas ça le problème finalement. Le problème c'est que quand on est dans une culture de la performance, qu'on fait de la performance tout le temps, eh ben on fait de la violence tout le temps. On est dans une culture de la violence. Et donc actuellement, cette culture, ce culte de la performance, eh ben ça appelle une culture de la violence contre les femmes, contre les enfants, contre les plus défavorisés et contre les écosystèmes. On fait de la performance en roue libre sans se rendre compte qu'on est en train de tout brûler autour de nous. Alors si je regarde juste les écosystèmes, bah, c'est quand même assez clair. Voilà, le produit de notre performance, c'est ça. C'est un peu une forme de dévastation planétaire. Si vous voulez, l'épidémie de burn-out des humains, c'est la partie émergée d'un burn-out planétaire. Tout le monde est épuisé. Quand je dis tout le monde, vous voyez, c'est les humains comme les non-humains. Voilà, on est tous essorés par la performance. Alors, je ne vais pas vous faire un bilan circonstancié socio-écologique parce que je pense que vous avez déjà vu ça un certain nombre de fois et que vous en avez peut-être probablement un peu ras-le-bol qu'on vous fasse des rapports sur la question socio-écologique. Mais quand même, je voudrais vous partager 3 points. Le premier, c'est que il y a ces 4 sujets-là, et souvent, alors je rencontre des politiques, des chefs d'entreprise, voilà, enfin, différents publics. Tout le monde est au courant qu'il y a un problème avec le climat, qu'il y a un problème avec la biodiversité, etc. Mais très souvent, on n'emploie pas les bons mots et on n'a pas les bons ordres de grandeur. Mais c'est vraiment absolument frappant. Alors, par exemple, il y a des mots qu'on utilise. Par exemple, on utilise le mot réchauffement climatique. Alors, réchauffement climatique, ça donne un peu l'impression qu'il va faire plus de degrés dans quelques années. Bah, non, en fait, c'est pas ça le sujet. C'est dérèglement climatique. Ça va tanguer beaucoup plus fort. C'est pas la moyenne qui va nous intéresser, c'est les fluctuations qui vont nous intéresser. Pareil, on entend parfois le mot érosion de la biodiversité. Alors, quand en 50 ans, on a perdu 70% des animaux vertébrés sur les continents, c'est pas une érosion. C'est pire qu'une extinction. Enfin, la dernière fois qu'il y a eu une grande extinction sur Terre, c'était il y a 66 millions d'années. Donc c'est les fameux dinosaures qui ont disparu, après la météorite qui est tombée. Alors si je vous refais le film, quand même, avant la météorite, ça faisait déjà 300 000 ans que les dinosaures étaient en déclin à cause des volcans du Décan. La météorite est tombée et il a fallu 33 000 ans pour qu'ils disparaissent, les dinosaures. 33 000 ans. Ça, c'est brutal d'un point de vue géologique. Donc là, vous voyez, nous, 50 ans, 70% des invertébrés, c'est 3 ordres de grandeur au-dessus. En fait, on n'a aucun exemple dans toute l'histoire de la Terre d'une extinction qui va aussi vite. Enfin, faut quand même le dire, ça. C'est pour ça qu'on n'a pas conscience des ordres de grandeur, vraiment. Ouais, donc, vraiment, je vous invite à regarder ça. Si vous voulez un chiffre aussi, par exemple, le chiffre qui vient souvent, c'est les plus 1,5 de l'accord de Paris. Bah ça c'est pareil, ça sert pas à grand-chose. C'est pas un chiffre très pertinent. Un chiffre qui serait plus intéressant, ça serait de dire que la fréquence des événements climatiques extrêmes a été multipliée par un facteur 4,5 en France depuis 2000. Donc nous sommes rentrés dans ce monde de plus en plus variable. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les différents sujets. Est-ce qu'il faut les articuler? Est-ce qu'ils sont tous aussi importants les uns que les autres? Est-ce qu'il y en a un qui doit dominer, etc. Alors c'est très simple. En général, on parle beaucoup de climat et beaucoup de CO2. Alors qu'est-ce que c'est que ça? En fait, quand on résume toute la complexité socio-écologique à une molécule, c'est de la performance. Vous voyez, c'est encore de la pensée réductionniste qui tourne. On a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de sujet sur le climat ou sur le CO2. Il y a un sujet, très clairement. Mais le problème, c'est que quand on réduit toute cette complexité à une molécule de CO2, on va trouver des solutions pour réduire la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est la géo-ingénierie, c'est les usines de capture directe du CO2. Donc ça, c'est les projets les plus débiles et les plus dangereux qu'on peut imaginer. Ça n'a vraiment aucun sens et c'est en général très contre-productif. Ça permet à d'autres entreprises d'acheter des quotas carbone pour continuer à polluer. Enfin, en général, c'est un peu une catastrophe. Donc, en fait, le climat, il faut bien réaliser qu'on n'a pas le levier. On n'a pas de levier direct avec le climat. Et tant mieux.
Parce que le jour où on a le levier sur le climat, imaginez Poutine qui a le levier sur le climat, par exemple. Hein, c'est très compliqué. Donc en fait, c'est pas le climat le premier sujet, c'est-à-dire que c'est pas le levier le plus systémique. En fait, il faut juste prendre un peu de recul et se rendre compte que notre performance fait une guerre à la vie. C'est ça qui se passe. Hein, on est en train de faire une guerre à la vie. Donc, le premier levier, c'est pas le climat, c'est la biodiversité. De très loin, c'est le levier le plus systémique. Quand vous augmentez la biodiversité, donc par exemple si vous faites de l'agroécologie, de l'agroforesterie, des permacultures, des jardins créoles dans les Caraïbes, il y a toute une zoologie, on a plein de solutions, hein. Enfin, après, à vrai dire on les a toutes, hein, les solutions, c'est ça qui est dingue. Pour la biodiversité, on en a vraiment un paquet. Hein. Quand vous augmentez la biodiversité, donc l'agroécologie par exemple, vous allez stimuler la microflore et la microfaune des sols, donc vous allez dépolluer les terrains. Vous allez stocker du carbone dans les sols. Vous savez que les sols, on a vraiment enlevé beaucoup de carbone. Hein. Les sols sont minéralisés. Si vous remettez de la biodiversité, ça va restocker du carbone dans les sols. Donc vous allez régler le problème de la crise climatique. Et en plus, vous produisez beaucoup plus de biomasse, ce qui sera notre matière première pour les matériaux biosourcés, biodégradables et compostables du futur. Donc on va aussi résoudre la pénurie de ressources. Donc de très loin, c'est le premier levier. Donc vous ne faites pas avoir. Hein. C'est la biodiversité avant le climat. Et je le dis un peu fortement parce que souvent on n'articule pas les choses. Hein. Donc c'est d'abord la biodiversité. Bon, voilà. Enfin, juste quand même pour vous donner un exemple à l'envers. Hein. Si vous commencez par la batterie au lithium, et si vous généralisez la batterie au lithium, donc ça c'est plutôt le climat, vous allez aggraver la pénurie de ressources, aggraver l'effondrement de la biodiversité et aggraver les pollutions globales. Hein. Oui, en fait c'est vraiment la biodiversité d'abord. Bon, et puis le troisième point évidemment, c'est le monde fluctuant. Ça c'est si vous lisez les rapports scientifiques sur ces sujets-là. Que ce soit le GIEC, l'IPBES, l'IUCN, la CIA, le Forum économique de Davos, voilà, enfin, tout le monde est d'accord pour dire qu'on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Et voire même des valeurs aberrantes. Hein. Vous voyez, c'est ça qui va nous occuper. Hein. Les moyennes, finalement, c'est assez secondaire. Hein. Quand ça tangue très fort, c'est en 2021, par exemple, le Canada qui passe de 35 degrés à 50 degrés. 50 degrés, c'est ce qu'on attendait pour 2100. Et c'est arrivé une fois en 2021. Ça a des conséquences immédiates, quoi. Alors ça, c'est le monde fluctuant. Voilà. Et je vais surtout insister là-dessus, parce que ça, là, vous voyez, à un moment, il faut quand même endosser le fait scientifique. Hein. Ici, on est dans une école d'ingénieurs, donc s'il y a bien un endroit où il faut le faire, c'est là. Donc endossons le fait scientifique, c'est ce que disent tous les rapports en premier. C'est que ça va tanguer de plus en plus fort au XXIe siècle, et on en prend pour 2 ou 3 siècles. On a tellement tout déréglé qu'on en prend pour longtemps. Alors comment on fait ? La première chose à faire, c'est se poser cette question-là. Comment habiter le monde fluctuant ? En fait, c'est une question toute simple, mais c'est la première question à se poser. En fait, si on réfléchit bien, toutes les autres questions sont secondaires, hein, parce que ça nous tombe dessus. On est la première génération qui va dérailler, si on peut dire, des 10 000 ans de stabilité climatique. Donc on rentre dans une nouvelle époque. Donc comment on fait pour habiter le monde fluctuant ? Alors c'est une très grande question, hein, parce que c'est très très différent. Hein. Là, je suis en train de vous dire qu'on est en train de quitter le néolithique. Hein. Le néolithique, c'est on voulait contrôler la nature. Là, la nature se réveille. Il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle. C'est très différent. Très différent. Donc, comment on fait ? Alors, j'ai mis un arbre, parce que, en fait, c'est assez frappant, mais les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent avec les fluctuations. Donc, ce qui est incroyable, c'est que c'est une très grande question, mais les réponses sont là, sous les yeux. Partout autour de nous, tous les êtres vivants, ils savent habiter dans le monde fluctuant. Notre corps sait vivre avec les fluctuations. Nous sommes aussi le vivant. Hein. Donc, tout ça, c'est en nous, autour de nous. Et pourtant, on reste dans le monde de la performance. Alors, ça se résume en quoi ? En fait, avec un mot qui sort tout de suite dans le monde fluctuant. Donc, c'est ce mot de robustesse. Donc, la robustesse, définition physique de la robustesse pour un système dynamique. Un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Là, c'est la définition physique. Un système qui est robuste, stable et viable malgré les fluctuations. Et en fait, c'est pour ça que les êtres vivants, c'est tellement évident, hein, parce qu'un arbre, par exemple, ça résiste au vent. Donc c'est stable malgré les fluctuations. Donc c'est à court terme. Mais un arbre, c'est aussi capable de gérer des gelées hivernales, des sécheresses estivales, même la foudre. Hein. Enfin, c'est vraiment un spectre de fluctuations qui est énorme. Donc c'est aussi viable malgré les fluctuations. Donc c'est robuste. D'ailleurs, un robuste, ça vient de robur, le chêne. Hein. Donc c'est pour vous dire que là, on est vraiment cœur de cible. Hein. Alors voilà, donc les êtres vivants sont robustes. Alors quand j'ai dit ça, j'ai tout dit et j'ai rien dit, parce que évidemment que dans un monde fluctuant, il faut être robuste. C'est par définition. Un monde fluctuant appelle la robustesse. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est de savoir comment font les êtres vivants pour être robustes. Et c'est là que c'est très éclairant. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants.
Et là, on a un sujet. Je peux vous dire que quand je dis ça aux entreprises, en général, il y a un petit... Parce que comment... voilà, ben en fait, oui, non, c'est ça, vraiment. Hein, alors, je vais un peu nuancer, c'est pas qu'il y a zéro performance chez les êtres vivants, il y a des moments de performance. La lionne qui se chope la gazelle, elle va quand même prendre le trajet le plus court. Hein, donc c'est de la performance, hein, efficace, efficient. Mais même quand elle fait ça, hein, 95% du temps, elle rate. Hein, donc même dans les moments de performance, elle n'est pas hyper performante en fait. Mais alors, bon, là c'est un exemple, hein, mais en fait je vais vous le dire ça d'une autre façon, c'est que quand vous analysez les êtres vivants de façon systémique, donc si vous analysez vraiment tout le système, hein, un réseau métabolique, un réseau physiologique, un réseau de neurones, et ben vous allez tomber en premier sur voilà, tous ces mots-là. Inefficacité, hétérogénéité, incertitude, lenteur, délai, redondance, incohérence, inachèvement, erreur, imprécision, etc. C'est ça qu'on voit en premier. Si vous voulez, quand vous analysez un réseau du vivant, vous avez l'impression de lire une BD de Gaston Lagaffe. Hein. C'est vraiment ça qui vient en premier, c'est que des contre-performances. Mais vraiment en premier. Bah, regardez un arbre, hein. Regardez le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Les arbres sont extrêmement redondants. Comptez le nombre d'alvéoles pulmonaires que vous avez dans les poumons. Bah, c'est beaucoup. Hein. Comptez le nombre de villosités que vous avez dans l'intestin, c'est pareil. Hein. Donc on est tous et toutes des êtres extrêmement redondants. Bah, ça, c'est pas performant, c'est pas efficace, c'est pas efficient. Hein. Ça consomme beaucoup de ressources et il y a trop d'objectifs. En fait, ils sont tous en contradiction les uns avec les autres. Bah, c'est ça qu'on voit en premier quand on analyse les êtres vivants. Alors vous allez me dire, oui, mais Darwin et tout ça, là. Alors c'est juste que Darwin, on l'a lu avec nos lentilles performantes. Hein. Je vous invite vraiment à lire L'origine des espèces. Hein. Ça se lit très bien. Hein. C'est un texte de 1859 qui est très bien écrit. Et vous allez voir, hein, Darwin est beaucoup plus nuancé que ce qu'on a voulu lui faire dire. Hein. Darwin nous dit, alors il ne le dit pas comme ça, mais que la sélection naturelle, c'est la sélection des robustes. Donc c'est la sélection des plus adaptables, pas des plus adaptés. Vraiment, allez-y, hein, vous allez voir. Enfin, Darwin, par exemple, il était obnubilé par les organes rudimentaires. Vous savez, les organes rudimentaires dans le corps humain, hein, c'est le petit orteil, l'appendice, hein, voilà, les muscles derrière les oreilles. Enfin, qui se sert de ces muscles derrière les oreilles, hein, voilà. C'est bon, bah, tout ça, c'est des restes évolutifs. Donc, ça, en gros, ça sert à pas grand-chose, quoi, voire même à rien. Bah, sauf que pour Darwin, c'est le laboratoire. C'est le laboratoire de l'évolution, parce que justement, vu que ça sert à rien, c'est ça qui va pouvoir trouver des nouveaux chemins, quoi. C'est ça qui est sélectionné au cours de l'évolution. C'est le laboratoire. C'est pas l'hyper-adaptation. Alors, je vais vous donner mon exemple que j'utilise tout le temps, qui est très pratique parce qu'on peut se l'approprier facilement. C'est celui de la température corporelle. Donc, vous savez qu'on est à 37 degrés. Ça, c'est notre température de croisière. Et ben, quand on est à 37 degrés, hein, si je mesure l'activité de votre système immunitaire, de vos enzymes, de votre métabolisme, ben, je vais trouver qu'à 37 degrés, votre corps n'est pas très performant. Vos enzymes, votre système immunitaire, ouais, c'est 10 sur 20, hein, mention passable, quoi. Voilà, ça tourne, mais bon, c'est pas exceptionnel. Ça permet d'avancer, quoi. Bon, à 40 degrés, donc ça c'est quand vous avez la fièvre, hein, et notamment quand il y a un virus, une bactérie, voilà, qui est rentrée, enfin un pathogène, quoi. Bah là, vous avez la fièvre. Quand je mesure l'activité de vos enzymes, de votre système immunitaire, bah là, je vais trouver que c'est très très performant. On est vraiment passé de la 2 chevaux à la Formule 1. Hein, voilà, c'est vraiment un autre corps. C'est-à-dire qu'à 40 degrés, il y a certaines enzymes dont l'activité est multipliée par un facteur 1 million. Il y a des enzymes qui ne sont là qu'à 40 degrés, qui ne sont même pas là à 37 degrés. Donc c'est un facteur infini. Vous voyez, c'est vraiment un autre corps. À 40 degrés, vous êtes hyper performant. Alors c'est un peu difficile à croire parce qu'en général, individuellement, on est un peu claqué, hein, à 40 degrés quand même, on est un peu fatigué quand même, donc on est au fond de son lit, quoi. Bah, pourquoi on est si fatigué à 40 degrés? Bah, tout simplement parce que nos enzymes là, qui tournent tellement vite, eh ben, elles sont en train de faire un burn-out. Elles sont en train de se brûler, de se dénaturer. Et donc c'est pour ça qu'on est très fatigué à 40 degrés. C'est parce qu'on est tellement performant qu'on est en train de se cramer de l'intérieur. Hein. Donc on ne peut pas rester très longtemps à 40 degrés. Hein. C'est 3 jours maximum. Après, c'est mortel. Hein. Donc il faut qu'on revenir à 37 degrés. Bon, là, vous voyez, avec cet exemple, vous avez l'idée du curseur. Hein. Où est la robustesse, enfin, où il est entre robustesse et performance chez les êtres vivants. Vous voyez bien que dans votre vie, vous allez passer l'essentiel de votre vie à 37 degrés. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler le mode dégradé. Alors, on appelle ça le mode dégradé parce qu'on est obnubilé par le maximum de performance. Hein. Ça, c'est voilà, le vieux biais culturel. Enfin, c'est le mode dégradé, mais c'est le mode robuste. 37 degrés, c'est le mode robuste parce qu'on en garde sous le capot. Et puis à 40 degrés, alors là, c'est le mode performant, mais fragile. Parce qu'à 40 degrés, là, votre système immunitaire, il fonctionne à fond, mais il n'y a plus de marge de manœuvre. Il ne faut pas avoir une surinfection quand on est à 40 degrés. Hein, parce que là, vous n'avez plus beaucoup de marge de manœuvre. Hein.
voyez le truc? Et donc vous allez passer très peu de temps à 40 degrés dans votre vie. Vous voyez bien que le curseur il est du côté de la robustesse. Alors il y a plein d'exemples comme ça, la chaîne alimentaire, la photosynthèse, le rendement énergétique de la photosynthèse. Vous savez combien c'est le rendement énergétique de la photosynthèse? C'est 1%. 1%. Les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Les panneaux solaires actuellement c'est 20-30%. Donc on est vraiment largement en dessous. Mais par contre, ça permet à la photosynthèse de gérer des fluctuations lumineuses énormes. Et c'est comme ça depuis 3,8 milliards d'années. Aucune trace d'optimisation en 3,8 milliards d'années. Ça vous dit des choses quand même tout ça, faut quand même l'observer quoi. Voilà, donc je ne vais pas vous lister tous les exemples de biologie, mais c'est toujours pareil. Donc si vous avez une chose à retenir de la biologie, c'est ça, les êtres vivants sont robustes avant d'être performants. Et oui, nous, société humaine contemporaine, on a décidé d'être performants avant d'être robustes. Donc on est à l'envers, on est des extraterrestres sur Terre. Alors, si je bascule justement dans le monde social, qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi cette leçon du vivant et en quoi ça peut nous éclairer pour les métiers, les trajectoires, nos vies finalement? En fait, ça nous permet de réaliser que ce qui nous arrive, c'est pas une crise sociale, c'est pas une crise économique, c'est pas une crise écologique, c'est pas une crise géopolitique. Au premier ordre, c'est une crise culturelle. C'est culturel. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir dérailler dans nos têtes de ce culte de la performance. Et je pèse tous mes mots, c'est un culte. Si vous voyez le mot performance dans des textes, dans des sites web, vous allez voir, c'est toujours associé à quelque chose de positif. Alors que tout nous montre que c'est en train de créer un burn-out planétaire. Alors, vous voyez, en fait, là, je l'ai mis avec une courbe toute simple, c'est très simpliste, mais c'est juste pour vous donner une idée. En fait, ça fait 10 000 ans qu'on considère que le progrès de l'humanité, c'est des gains de performance. En tout cas, c'est surtout des gains de performance. Oui, alors ça a bien marché pendant un temps, mais sauf que là, aujourd'hui, on se rend compte que cette performance devient contre-productive. La courbe du progrès, c'est une courbe en cloche. Plus on augmente la performance, et plus on menace la viabilité de l'humanité sur Terre. La nature menacée devient menaçante. C'est ça qui se passe. Alors, comment on fait? Là, oui, il va falloir réagir, parce que le futur du progrès, sur cette courbe-là, vous voyez, c'est très clair. Le futur du progrès, ce ne sera pas des gains de performance. Ça, c'est physiquement impossible. Si on continue à augmenter les performances, efficacité, efficience, on va encore plus se canaliser, encore plus se spécialiser, encore plus s'optimiser. On va être très adapté et donc très peu adaptable. Ça marche pas. Dans un monde qui fluctue beaucoup, c'est suicidaire. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est tout simple. C'est là où on est dans un moment copernicien. On va changer d'axe. Au XXIe siècle, le progrès sera défini par des gains de robustesse. Et ça, c'est quand même un grand moment dans l'histoire de l'humanité. Le monde va devenir de plus en plus fluctuant, donc nous, il va falloir qu'on soit de plus en plus robuste à l'échelle individuelle, collective, des organisations, des technologies. Et donc c'est un grand moment, vraiment. Et vous voyez, le point important, c'est pas tellement qu'on bascule. Le point important, c'est que c'est sur deux axes différents, parce qu'on ne peut pas être très performant et très robuste. Quand on est très performant, on est très adapté, donc on est très canalisé. Voilà, on s'est enferré dans une voie étroite. Dans un monde qui change tout le temps, c'est suicidaire. Donc on est très adapté, très peu adaptable. Quand on est très robuste, c'est l'inverse. On diversifie, on explore, on expérimente. On est très adaptable et donc jamais vraiment adapté. Oui, c'est ça, c'est le grand moment de notre époque. Alors, vous voyez, là, jusqu'à présent, je n'ai fait que endosser le fait scientifique. Le monde devient plus fluctuant, donc il faut être plus robuste. Pour être plus robuste, il faut trouver un nouveau compromis avec la performance. Il faut que la performance passe en second. Prima à la robustesse. Alors, ça c'est très pragmatique, mais la question qu'on peut se poser, ça peut être complètement utopique, ce truc-là. Parce que les clients, ils veulent toujours des objets pas chers tout de suite. Ça c'est de la performance, Chine, Temu, tout le bazar. Là. Les investisseurs, ils veulent des retours sur investissement, c'est de la performance. On a un Premier ministre qui nous parle de l'État efficace. Donc c'est encore de la performance. Donc il y a quand même un problème là. On est quand même toujours dans ce culte, vous voyez, on n'arrive pas à en dérailler. Donc comment on fait pour basculer? Alors comme souvent, et là c'est vraiment une parole de biologiste, si on se pose la question de comment habiter le monde, souvent il suffit de l'observer. Alors observons des systèmes qui basculent. Donc par exemple, une nuée d'oiseaux, c'est un système qui bascule.
C'est très simple, parce que là, pour le coup, on sait très bien comment ça fait pour basculer, ce système-là. Donc c'est des nuées des tourneaux, par exemple. En fait, vous voyez ce qui se passe, c'est qu'il tourne à droite, il tourne à gauche, il tourne à droite, enfin, ça n'arrête pas de basculer. Et vous voyez, il n'y a pas de casse. Les oiseaux ne tombent pas, donc c'est quand même assez incroyable. Ça, comment ça marche? C'est très simple, ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que les oiseaux à la périphérie du groupe, ce sont les premiers à être exposés aux fluctuations du monde. C'est les premiers à voir le prédateur, c'est les premiers à voir la bourrasque de vent, c'est les premiers à voir l'autre nuée d'oiseaux. Donc ils vont se synchroniser à la périphérie, ils vont faire des alliances latérales et ils vont contaminer le cœur du système. Et donc ça se passe comme ça pour une nuée d'oiseaux, mais c'est pareil pour un banc de poissons. C'est pareil, les bancs de poissons, c'est toujours la périphérie qui réagit et ça contamine le cœur du système. C'est pareil pour les systèmes sociaux. La plupart des systèmes sociaux basculent parce qu'il y a un événement à la périphérie qui fait basculer tout le système. C'est la Révolution française, c'est la chute de l'Empire chinois. Enfin bon, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a cette phrase de Jean-Luc Godard que j'aime bien citer. Jean-Luc Godard, il disait « c'est la marge qui tient la page ». Voilà, ça c'est exactement ça. Alors, si on veut voir le monde basculer de la performance à la robustesse, ça veut dire que c'est pas la peine de passer trop de temps à la Commission européenne, chez Total, chez McKinsey. Ça c'est le cœur faisandé de la performance. C'est le monde d'avant, c'est le monde fossile, dans tous les sens du terme. Donc on ne va pas apprendre grand-chose là. Faut plutôt regarder la périphérie, donc les collectifs de citoyens, les entreprises, les associations, les territoires qui sont déjà dans les fluctuations. Parce que là, en fait, ils ont déjà inventé des systèmes robustes. Donc c'est là que ça se passe. Et donc c'est là où c'est très joyeux. Parce que quand vous commencez à regarder ce qui se passe à la marge, vous vous rendez compte qu'en fait, on a déjà basculé dans la robustesse. Et ça, c'est ma bonne nouvelle du jour. C'est pas un projet pour 2050, c'est pas un projet pour 2070 ou je sais pas quand. Ça a déjà eu lieu. Le basculement, si on doit lui donner une date, il a eu lieu entre 2010 et 2020. C'est le moment où les périphéries lointaines commencent à se massifier. C'est qu'avant 2010, les marges robustes, c'était Pierre Rabhi, la sobriété heureuse, on était très très loin, et puis pas forcément très désirables. Entre 2010 et 2020, là, ça se massifie, vraiment. Et alors, je vais vous donner des exemples, parce que c'est encore mieux quand on peut l'illustrer. Alors voilà, un exemple, par exemple, ici on va aller dans le désert, donc aux marges du Sahara. En fait, je peux vous le dire avec une phrase. Quand on bascule de la performance à la robustesse, l'impossible devient possible. Parce que l'impossible reste impossible quand on ne déraille pas du culte de la performance. C'est que tant qu'on reste sur les rails de la performance, en effet, on ne trouve pas de solution. Il faut dérailler du culte de la performance, et là, d'un seul coup, on trouve des tas d'autres solutions. Alors ici, là, par exemple, donc, si je veux reverdir le désert, y a une solution performante. La solution performante, c'est de dessaler de l'eau de mer, et de mettre un petit tuyau et puis d'arroser le désert. Alors là, ça va être très performant, on va reverdir le désert très très vite. Bon, par contre, ça consomme beaucoup d'énergie, dépendance au pétrole, et puis s'il y a quelqu'un qui me coupe mon tuyau d'arrosage, c'est terminé, le désert, il redevient un désert aussi très rapidement. Donc comment je fais pour reverdir le désert, mais en mode robuste? C'est tout simple. C'est là où je vais vous dire que l'impossible devient possible. Il suffit de transformer le sable en eau. Ça paraît impossible, ça, quand même. Et pourtant, c'est possible. Vous voyez, il suffit de faire des demi-lunes, donc des petites dunes. Si vous faites des petites dunes, vous avez 50 cm de haut, ça suffit. Tous les matins, il y a de l'eau qui va se condenser au pied de la dune. Alors, c'est beaucoup plus lent que d'arroser avec un tuyau d'arrosage. C'est moins performant. Mais par contre, c'est autonome. Une fois que vous avez fait vos dunes, c'est parti tout seul. Et tous les matins, vous aurez de l'eau au pied de la dune. Et vous allez reverdir le désert, et ce sera très robuste. C'est autonome, plus lent, mais plus robuste. Donc ça existe, vous voyez, il y a des milliers d'hectares comme ça qui ont été reverdis par cette technique. Il y a d'autres techniques, c'est pas la seule, mais c'est une des techniques qui existent. Bon, alors ça c'est un petit peu lointain, je vais vous prendre un exemple plus proche de chez nous. Donc là on est vers Bourges, Saint-Martin-d'Auxigny, je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent du centre, mais ici là vous avez à gauche la photo classique du remembrement en France. Donc on a canaliser les rivières, on a fait sauter les haies, on a augmenté les surfaces agricoles, stratégie de performance, toujours pareil, performance agricole dans ce cas-là. Ça a été très violent d'ailleurs, on oublie, mais le remembrement, il y a eu des morts, des paysans avec des fusils et tout ça. Ça a été une vraie lutte sociale incroyable. Bon, alors de quoi on hérite là? On hérite d'un commun négatif. C'est-à-dire on hérite d'une rivière qui a été canalisée, toute droite, ça c'est une autoroute à eau.
vous faites de l'hydrologie, donc ça tombe bien. Donc voilà, une rivière toute droite, donc voilà, ça va très très vite. Alors quand il pleut beaucoup, cette autoroute à eau là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle envoie l'eau très rapidement dans la ville voisine. Et donc elle l'inonde. Optimiser, fragilise. Ça marche à tous les coups, hein, vraiment. Donc bon, ils se sont fait inonder plusieurs fois là. Et vous voyez ce qu'ils ont fait à droite là. Ils ont retracé une rivière, ils ont reméandré la rivière. Donc cette rivière, elle est un peu plus erratique, elle prend plus de place, elle est plus lente aussi. Mais quand il pleut, cette rivière déborde dans la parcelle, elle n'inonde plus la ville. Et donc on a désoptimisé le paysage pour augmenter la robustesse territoriale. Et vous voyez, c'est un exemple. C'est pas un chercheur là qui leur a dit de faire ça. Hein. Ils se sont pris en main, quoi. Voilà, c'est des citoyens qui ont fait de la robustesse territoriale. C'est les marges. Et alors, ce qui me plaît bien dans cet exemple-là, c'est qu'ils l'ont fait, mais on en parle au journal de France 2 à 20h, en prime time. Les marges sont en train de contaminer le cœur. C'est en train de se passer sous nos yeux. Il faut juste mettre les lentilles. Il faut juste regarder le monde tel qu'il est, quoi. Vous savez, c'est cette fameuse phrase. Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Aujourd'hui, on entend beaucoup les arbres tomber, mais il ne faut pas oublier la forêt qui pousse. Elle est là aussi, quoi. Alors, un autre exemple, j'en ai encore 2-3 autres. Dans l'agriculture, on est dans un moment de backlash écologique, la loi du plomb, tout ça. Là. Mais il ne faut pas oublier la tendance de fond. La tendance de fond, c'est qu'en 20 ans, les surfaces agricoles en Europe, en agroécologie, elles augmentent chaque année. Et ça, c'est inéluctable. Un petit paysan qui démarre ne peut plus faire de l'agriculture intensive, c'est trop cher. Donc il bascule en agroécologie. Donc là je vous donne juste un exemple, c'est la fameuse décennie 2010-2020, vous voyez. Ça c'est les mélanges variétaux. Alors si vous voulez faire le meilleur rendement en blé possible, il faut mettre une monovariété en monoculture. Donc là vous aurez un rendement maximal, mais ça marche que si le monde est stable. Dans un monde instable où il peut y avoir des sécheresses, des inondations, ça c'est très risqué. Donc il faut une valeur assurantielle. Comment vous avez une valeur assurantielle? C'est en mélangeant les variétés. Vous mettez un tiers de blé résistant aux sécheresses, un tiers résistant aux inondations, un tiers qui est au milieu. Donc ça, c'est les mélanges variétaux, les blés population. Vous voyez, en 2010, c'était 5% des surfaces cultivées en France, et en 2020, ça commence à se répartir, et ça monte jusqu'à 40% dans l'Hérault, vers Montpellier. Donc voilà, ça c'est un signe qu'on est en train de basculer, et ça ne va pas s'arrêter, ça c'est inéluctable. Donc voilà, donc on est en train un peu de changer le monde quand même. Alors un petit dernier exemple, c'est pour le tout réparable. Le tout réparable, il y a 20 ans, c'était un atelier de réparation de vélos en ville. Et c'était à peu près tout. Il n'y avait pas grand-chose de réparable. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule entreprise qui ne se pose pas la question de la réparabilité de ses produits. Et ce n'est pas pour des questions de vertu sociale ou écologique, c'est du pragmatisme économique. C'est que si la Chine envahit Taïwan la semaine prochaine, et si votre entreprise dépend d'un bien fabriqué en Chine, vous allez mettre la clé sous la porte. Sauf si vous avez développé une activité territoriale, donc notamment la réparation. Donc vous voyez, il y en a plein d'exemples, dans le textile, dans l'électronique, les véhicules. Peut-être que je peux vous citer l'extrême défi là, de l'ADEME. Ça, c'est des véhicules intermédiaires, donc c'est plutôt pour le monde rural, c'est des petits véhicules réparables, interopérables. Ça redonne du sens à ce que c'est qu'un garagiste qui va vraiment réparer une voiture, et pas juste changer une plaquette d'électronique. Et puis, ce qui me plaît bien dans ce projet-là, c'est que c'est pas un appel à projet compétitif, c'est un appel à commun. C'est que les entreprises qui participent à l'extrême défi s'engagent à partager intégralement toutes leurs innovations. Donc on a changé de monde, on n'est plus dans la concurrence libre et non faussée. Vous voyez à quel point ça change tout. Dès qu'on pense robustesse, il y a tout qui s'inverse. Le client devient un coopérateur, le financier devient un assureur. Oui, tout change. Quoi. Alors il y a quand même un point qui peut peut-être, et puis ça va peut-être faire le lien avec la future conf qui viendra donc la semaine prochaine, c'est ça, sur l'IA. Il y a quand même un point, c'est sur la tech. Comment on fait pour donc si on bascule de la performance à la robustesse, la tech dans tout ça quoi. Est-ce que c'est compatible avec l'IA, avec le numérique, avec les robots, avec les drones, tout ça quoi. Alors en fait c'est toujours pareil, c'est pas une question technique, c'est une question culturelle. Il faut juste prendre une seconde de plus pour se poser là et se dire en fait c'est quoi le hold-up du XXe siècle. Le hold-up du XXe siècle, c'est de nous avoir fait croire que le monde de la performance était technophile. Si vous regardez les gens de la Silicon Valley, ils n'arrêtent pas de mettre dans les mêmes phrases technophile et performance. C'est le contraire. Le monde de la performance est profondément technophobe. Alors pourquoi ? C'est tout simple. Si vous développez des solutions très performantes,
elles vont écraser les technologies plus anciennes. Ben ça, c'est technophobe. Et en plus, à chaque fois, c'est des solutions technologiques très complexes qui éloignent les citoyens de la technologie. C'est doublement technophobe. Le monde de la performance est technophobe. C'est des technologies aliénantes. Ça, c'est le mot d'Ivan Illich. Bon, bah, ça, c'est le monde de la performance. Dans le monde de la robustesse, alors, dans le monde de la robustesse, si on fait des technologies qui sont très robustes, bon, on les garde. Hein. Par exemple, si l'impression 3D, si ça permet de rendre les objets réparables à vie, on garde. Mais c'est pas pour ça qu'on arrête de faire des maisons en terre crue. On garde aussi. Parce que ce qu'on veut dans le monde de la robustesse, c'est pas d'avoir les meilleures solutions. On veut de la technodiversité. On ne cherche plus la solution la plus performante, on cherche à avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Il faut que ce soit que des solutions robustes. Et en plus, il faut que ces solutions soient appropriables, adaptables, évoluables par les citoyens dans le territoire. Donc ça, c'est vraiment technophile. Vous voyez, c'est doublement technophile. Ben, c'est ce qu'on appelle des technologies émancipatrices. Ce qu'Ivan Illich appelait des outils conviviaux. C'est beaucoup plus joyeux, hein. Vous voyez le truc, hein. C'est la pulsion de vie, hein, la robustesse, hein, très clairement. Hein. Et la performance, c'est plutôt la pulsion de mort. Hein. Enfin, je binarise un peu, hein. Évidemment qu'il faut un peu des deux, mais quand même, le curseur du côté de la robustesse. Quand même. Et donc l'IA là-dedans, enfin, si je peux le dire en un mot, hein, l'IA, ça marche que si elle s'hybride avec les humains. Donc les meilleures IA, ce sont les IA les moins performantes, parce qu'elles obligent une hybridation avec les humains. Les IA qui sont très performantes sont aliénantes. On ne fait que suivre la performance des IA. Et les IA elles-mêmes qui ont des problèmes. Mais je ne vais pas faire une conférence sur l'IA, on pourra en parler après si vous voulez. Ok, donc on arrive à ce moment de bascule de la performance à la robustesse. Et vous voyez, en fait, c'est inéluctable. Hein. Le monde va devenir de plus en plus fluctuant, donc on va aller vers la robustesse. Donc c'est ça qui est bien. Alors, on pourrait presque avoir l'impression qu'il y a besoin de rien faire. Hein. On va de toute façon basculer vers ce monde-là. Ça, c'est pas nous qui décidons. C'est ce que disait Dennis Meadows, le premier rapport au Club de Rome, qui disait on se préoccupe des changements globaux. Les changements globaux ne se préoccupent pas de nous. C'est asymétrique. Hein. Donc le niveau de fluctuation qui arrive, de toute façon, va sélectionner les projets robustes, les entreprises robustes, les associations robustes, les territoires robustes. Donc ça, on pourrait se dire, oh, bah, très bien, donc il n'y a besoin de rien faire. Alors si on pense comme ça, non, il faut politiser le truc là, parce que si on laisse faire, il y aura beaucoup de casse. Donc la question, c'est comment on fait de façon proactive pour déjà entrer dans le monde robuste. Comment on fait pour catalyser la bascule. Alors je ne vais pas vous donner une recette, hein, ce serait bien trop performant, puis je ne l'ai pas la recette, mais je vais vous donner des clés, des idées pour rentrer dans ce monde robuste. Et vous voyez qu'il y a un monde joyeux où on quitte le monde très triste de l'autoroute, le monde de la performance. Alors premier truc à avoir en tête, c'est que c'est un moment culturel, et donc il faut travailler sur la culture. Il faut bien comprendre, là j'ai conscience de parler à des ingénieurs, mais que le basculement ne sera pas technique, il est d'abord culturel. Il faut sortir l'idée de la performance nécessairement positive de nos têtes. Moi aussi, hein, je suis dans le cul de la performance. Hein. Oui, d'ailleurs je parle très vite, j'essaie de vous dire le maximum d'informations en un minimum de temps. Ça, c'est de la performance. Enfin, heureusement que je parle pas tout le temps comme ça, parce que sinon, ce serait insupportable. Mais ça, voilà, ça c'est, il faut sortir de ça, quoi. Voilà, je suis pas une très bonne incarnation de ce point de vue-là. Donc, changer la culture. Je vous invite en fait à faire quelque chose, c'est de regarder votre dictionnaire. Faites un tour dans les mots du dictionnaire. Vous allez vous rendre compte que la plupart des définitions des mots du dictionnaire font l'hypothèse du monde stable. Parce que l'écriture, ça a 5000 ans, et donc ça a été inventé pendant la période de stabilité climatique. Donc la plupart des mots qu'on utilise font l'hypothèse d'un monde stable et abondant en ressources. Ce qui est de moins en moins vrai. Le monde va être de plus en plus instable et il y aura des pénuries chroniques de ressources. Donc la définition des mots va changer. Je vais peut-être vous donner un exemple. Rentabilité. La rentabilité, c'est par exemple pour une entreprise doit être rentable. Ça c'est dans la loi. Hein. Jusqu'à présent, on pensait que plus une entreprise était performante, plus elle était rentable. Ça, c'est vrai que si le monde est stable et abondant en ressources. Dans un monde qui est fluctuant, en pénurie chronique de ressources, la rentabilité d'une entreprise est d'abord corrélée à sa robustesse. Parce que les plus performantes, c'est celles qui sont des étoiles filantes et qui vont exploser en vol, quoi. Et donc qui vont libérer le marché pour les autres. Celles qui sont robustes et qui restent. Vous voyez comme il faut changer là. Enfin, je circule aussi un peu dans les écoles de commerce, écoles de management. Il y a du boulot, hein, mais il faut vraiment, faut commencer à penser les choses différemment. Le délai, hein, par exemple. Le délai, évidemment qu'on ne cherche plus le délai le plus court possible. Ça c'est bon pour un monde stable où il n'y a pas de grains de sable dans la machine.
Dans un monde où ça devient fluctuant, où il y a des pénuries, eh ben, c'est plus le délai le plus court possible, c'est le délai le plus fiable possible. Et donc forcément qu'il est plus long. Ben, vous voyez, c'est tout bête. Hein. Voilà, donc faites un tour dans le dictionnaire, vous allez voir. Bon, il y a des mots qui vont pas changer. Hein. Lion, girafe, ça sera toujours pareil. Mais il y a plein de mots qui vont changer. Hein. Bon, alors, un autre outil, c'est le stress test. Le stress test, c'est vous prenez votre organisation, votre école, votre famille, votre futur projet, voilà, et vous faites fluctuer un des paramètres. Donc, par exemple, l'année prochaine, le pétrole est 2 fois plus cher. L'année prochaine, pendant 6 mois, il n'y a plus d'Internet sur toute la planète. Ça va arriver, hein, ça nous pend au nez. Hein. L'année prochaine, la Russie envahit les Pays-Baltes. Enfin, vous imaginez des tas de choses comme ça. En fait, vous allez voir tout de suite que si vous y jouez sérieusement à ce stress test, vous allez augmenter les marges de manœuvre. Vous allez faire de la robustesse. Vous allez enrobuster votre projet. Ça, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Et donc, le stress test, alors il y en a plein qui existent, mais il se trouve que voilà, la métropole de Lyon a créé un jeu à destination des entreprises qui s'appelle Tumult et qui est un stress test. Que vous pouvez télécharger hein, d'ailleurs. Hein. Mais ce qui m'intéresse là, c'est que c'est encore un autre signal faible de la bascule de la performance à la robustesse. Les métropoles, pendant très longtemps, elles ont voulu attirer le plus possible d'entreprises. Aujourd'hui, elles veulent renforcer les entreprises du territoire. On bascule de la performance à la robustesse. Oui, ça se passe sous nos yeux. Il faut juste bien regarder, mais c'est là. Quoi. Alors, un autre exemple, c'est s'inspirer des marges, voilà. Mais j'ai déjà dit, hein, donc en fait, ça veut dire regarder les collectifs, les entreprises, les associations, les territoires qui sont déjà dans les fluctuations et qui font déjà de la robustesse. Donc, vous avez plein d'exemples. Hein. En fait, il y en a beaucoup plus maintenant, hein, donc c'est quand même plus facile. Donc, c'est là qu'il faut faire la veille. Hein. La veille technologique, il faut la faire à la marge, à la périphérie. Hein. Le cœur ne va pas vous raconter grand-chose. Hein. C'est à la périphérie que ça se passe. Quoi. Peut-être je peux vous citer Siouson. Siouson, c'est un installateur de panneaux solaires en Bretagne. Et en fait, ils installent des panneaux solaires, mais surtout, ils récupèrent l'eau de pluie, ils soutiennent la biodiversité. Vu que c'est de l'électricité qui est solaire, il y a un reliquat. Ça permet de partager l'électricité avec les autres voisins. Ça fait du lien social. En fait, c'est une entreprise qui ne fait plus de l'installation de panneaux solaires. Ils font de la robustesse territoriale. Et le panneau solaire, c'est le cheval de Troie pour faire de la robustesse territoriale. Vous voyez, comme c'est quand même, encore une fois, nettement plus joyeux comme métier de faire de la robustesse territoriale. On n'est pas juste bêtement en train d'installer un panneau solaire. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est beaucoup plus systémique, quoi. Plus intéressant. Ok, alors construire sur les fluctuations. Alors là, je vais vous présenter un exemple. Arnaud Créteau, donc c'est un de vos collègues, hein, un ingénieur, énergéticien, que vous voyez là dans une posture pas trop ergonomique, à vrai dire, mais là il a fait un truc. Lui, il a construit une boulangerie avec un four solaire. Donc oui, le four solaire, hein, c'est ce qu'on peut faire de plus low-tech, hein, c'est juste des miroirs qui concentrent le flux lumineux. Bon, là, ça fait un four. Bon, cet Arnaud Créteau, là, pourquoi c'est révolutionnaire, son projet ? En fait, c'est sa localisation qui est révolutionnaire. Parce qu'en fait, il est localisé à Rouen. Alors, à Rouen, il n'y a pas beaucoup de soleil, hein, quand même. Hein. Enfin, en tout cas, pas tous les jours. Alors, faire une boulangerie avec un four solaire à Rouen, comment on fait, quoi ? Alors, en fait, c'est très simple. Hein. Il a tout de suite compris que quand on fait ce projet-là, c'est pas une question technique, c'est une question culturelle. Il faut déconstruire ce que c'est qu'une boulangerie. Donc, si je vous dis l'image d'une boulangerie en France, c'est quoi, hein ? La boulangerie en France, hein, enfin le boulanger en France, il pétrit sa pâte, il cuit son pain la nuit, et le matin, il vend une baguette. Voilà, ça, c'est l'image d'Épinal de la boulangerie française. Bon, là, déjà, quand vous avez un four solaire, hein, vous ne faites pas votre pain la nuit, hein, ça très clairement, hein, vous le cuisez le jour, ça va mieux quand même. Voilà. Et puis surtout, si vous avez un four solaire, vous n'êtes pas sûr d'avoir de la lumière, enfin du soleil tous les jours. Donc, vous ne pouvez pas vendre des baguettes qui vont être rassis au bout de 24 heures. Vous devez vendre du pain qui dure 7 jours. Comment on fait pour avoir du pain qui dure 7 jours ? On utilise des levains de boulanger qui sont moins performants, qui mettent plus de temps à monter la pâte. Hein. Au lieu de mettre 1h30 à monter, ça met 5 heures. Ça, le gluten a le temps de se rencontrer et ce pain dure 7 jours. Donc là, il peut se conserver plus longtemps. Mais quand vous avez des levains qui mettent plus longtemps à monter, vous n'avez plus besoin de pétrir la pâte. C'est un boulanger qui ne pétrit pas sa pâte. Le gluten se rencontre tout seul. Et là, vous avez un boulanger qui a donc déconstruit ce que c'est qu'une boulangerie. Il ne pétrit pas sa pâte, il fait son pain le jour et il vend des pains qui durent 7 jours. Voilà. C'est autre chose, quoi. Là, je vous présente la boulangerie la plus robuste de France. Lui, il ne peut rien lui arriver. Parce que le point faible d'une boulangerie, c'est le coût de l'énergie. Lui, il a une énergie gratuite et il a construit un modèle économique sur les fluctuations.
Et en plus, vous voyez, là, il est en train de torréfier des graines, parce qu'il a diversifié ses activités, donc encore de la robustesse. Il est en train de décarboner la filière du café. Vous savez, quand on dit décarboner la filière du café, très souvent on pense aux voiliers qui vont transporter du café avec des bateaux à voile. Alors ça, c'est très petit bras quand même, faut le dire, c'est pas hyper, c'est pas très révolutionnaire. Ça, c'est révolutionnaire, c'est culturel. C'est qu'en fait, au lieu de transporter du café, non, il faut juste torréfier d'autres graines. Lui, il torréfie des lentilles, de l'orge. 15% du café italien, c'est de l'orge torréfié. Vous voyez à quel point c'est culturel. Le goût du café va changer. Mais vous voyez, il y aura du café de Chamonix bientôt. C'est ça qui va se passer. On est en train d'inventer des nouvelles traditions. Vous voyez, ce qui se passe là, c'est complètement dingue. L'impossible devient possible, vraiment. Bon, et alors, ce qui me plaît bien aussi, là, c'est qu'ils ont fait une agence, TELED, qui accompagne les entreprises à revoir intégralement leur modèle économique sur la base de ce qui fluctue le plus. Ouais, donc ça peut être, ils accompagnent Enercoop, des menuiseries, etc. quoi. Alors, une autre clé, j'ai un peu une série là, mais j'en ai encore 2-3, je crois. Développer des solutions systémiques. Donc ça, c'est plutôt un principe général. Dans le monde de la performance, on cherche la solution clé en main, descendante, top-down. Bon, ça, personne ne se les approprie. Ça vient tout cuit et du coup, ça reste pas. C'est pas robuste. C'est performant, mais c'est pas robuste. Donc en fait, ce qu'on va plutôt chercher dans le monde de la robustesse, c'est à développer les conditions dans lesquelles les solutions émergent. Donc c'est un billard à 3 bandes. Vous avez vu avec le désert, là, on va faire des dunes pour qu'il y ait de l'eau. Voilà, c'est un peu pareil. Pour toutes les solutions, le tout réparable, par exemple. Si je fais des objets réparables, ça va générer de la sobriété. Je ne commence pas par la sobriété, je fais des objets qui ne sont pas sobres. Ils sont plus gros, ils sont plus lourds, parce qu'ils sont réparables. Et vu qu'ils sont réparables, ça va générer de la sobriété. Vous voyez, c'est un coup de plus, quoi. C'est bien à 3 bandes. Donc ça, c'est la pensée systémique. Et puis il y a aussi évidemment un lien au vivant, c'est dans les matériaux notamment. Donc on dit souvent le mot décarboner l'économie. Alors je suis un peu tatillon sur la sémantique, peut-être que vous avez remarqué, mais les mots décarboner l'économie, en fait il n'y a pas pire mot que ça. Décarboner l'économie. Le carbone, c'est l'atome magique de la vie. Si vous vous rappelez vos cours de chimie, tout ça, c'est quand même tout basé sur du carbone. Notre corps, c'est du carbone. Donc décarboner l'économie, ça veut dire que c'est une économie sans vivant. Il y a quand même un vrai problème avec cette expression quand même. Donc c'est pas décarboner qu'il faut dire, c'est décombustionner l'économie. Il faut décombustionner l'économie. Il faut arrêter de brûler du carbone. Donc arrêter de brûler du bois, du charbon, du pétrole, des biocarburants. Parce que tout ça, ça émet du CO2. Donc on va décombustionner l'économie. Mais il ne faut surtout pas décarboner l'économie. Il faut recarboner l'économie. C'est dingue, c'est le contraire. Recarboner l'économie, oui, bien sûr, il faut remplacer le pétrole et les métaux par des molécules biosourcées, biodégradables, compostables. C'est-à-dire vraiment faire de l'économie circulaire. La seule économie circulaire, c'est la bioéconomie circulaire. Il faut que nos produits nourrissent les écosystèmes. Et donc il y en a plein. On sait faire des peintures à base d'algues, des isolants à base de champignons, des batteries à base de bois. Il y a Thomas Dehoux à Lyon là, qui, vous voyez, une pelure d'oignon. Une pelure d'oignon, si vous mettez ça dans un microscope un peu particulier, vous allez voir que ça a des propriétés phononiques. En fait, ça absorbe certaines ondes acoustiques dans le gigahertz. Et dans vos téléphones portables, il y a des terres rares qui font ça. Alors, je vais un peu vite. Je suis pas en train de dire qu'on va mettre des oignons dans les téléphones portables, mais c'est quand même le futur. Stocker les données numériques dans l'ADN. Oui, tout ça. On va vers ça. Ça c'est le monde qui vient. C'est que votre téléphone portable, quand il marche plus, vous le jetez dans votre jardin et c'est des champignons qui le mangent. Ça c'est la bioéconomie circulaire. Et ça c'est le futur. Et donc là, il faut y aller à fond. C'est là que ça se passe. C'est notre seule ressource massive et renouvelable. Et puis alors, évidemment, le dernier point, c'est sur la posture du décideur. Vous êtes tous et toutes en posture. Vous allez être des dirigeants, vous allez être des décideurs dans des cercles variés. Et donc là, ça vaut le coup quand même de passer un tout petit peu de temps là-dessus. C'est quoi la posture ? La posture dans un monde stable et abondant en ressources, la posture du décideur, c'est plutôt la posture du meneur qui va dire « je veux et je sais comment faire ». Je caricature, mais c'est le dictateur éclairé, si vous voulez. Très napoléonien comme approche. Bon, en fait, à vrai dire, d'un point de vue un peu cynique, ça marche dans un monde qui est stable et abondant en ressources. Le dictateur éclairé finit toujours par se planter. Ça, il y a pas de, c'est sûr que ça arrive, mais c'est pas grave parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de ressources. Donc le filet de sécurité, c'est l'abondance de ressources. Donc le dictateur éclairé peut se planter. Dans un monde où il y a des pénuries chroniques de ressources, là, c'est beaucoup plus problématique. Donc le décideur change de posture, ça devient un facilitateur, une facilitatrice qui dit « j'ai envie et je ne sais pas comment faire ». Vous voyez, c'est l'inverse. Quand on dit « je veux »,
On exclut tout le monde. Quand on dit j'ai envie, on inclut tout le monde. Et quand on dit je ne sais pas comment faire, on crée un espace pour l'émergence. On crée un espace de coopération finalement. Ben ça va vraiment transformer. C'est beaucoup plus du bottom-up, quoi. Bon, voilà. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'on va basculer de l'un à l'autre. Hein. C'est toujours pareil. Hein. C'est des doses. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de meneurs. Hein. Les Trump, les Poutine, les Netanyahou, tout ça là. C'est des caricatures du monde de la performance. Hein. Les ultra performants, hein. Les ultra. C'est les mal barrés, moi je les appelle. Hein. C'est que des hommes qui sont obsédés par la pulsion de mort. Hein. C'est absolument incroyable. Donc il y a beaucoup de meneurs. Et puis de temps en temps, on fait une convention citoyenne. Ouais, c'est un peu l'équilibre. Bon, bah, dans le monde qui vient, on va faire beaucoup de participation, de l'architecture participative. Hein. C'est très riche. Voilà, de la recherche participative, des sciences citoyennes. Donc beaucoup de participation. Et puis de temps en temps, il faudra trancher. Bah, là, on aura besoin d'un meneur, d'une meneuse. Mais une fois de temps en temps. Hein, ce sera beaucoup moins régulier, quoi. Alors, juste pour vous dire, la robustesse, c'est pas juste un chercheur qui parle de robustesse, c'est en train de percoler beaucoup dans les organisations, donc dans les associations, les territoires, les entreprises. Alors, ça a commencé par des petits territoires, des petites entreprises, des petites associations, mais là, on voit bien que ce qui se passe, c'est en train de prendre dans les plus grands groupes. Hier, il y avait la présidente de la Banque de Belgique qui a fait tout un topo au Portugal devant ses collègues des autres banques pour parler de robustesse. Donc en fait, c'est vraiment en train de percoler dans tous les... Mais c'est normal, hein, le monde devient plus fluctuant, donc on fait de la robustesse. Vous voyez, hein, la Fondation de France, il y a toute la Belgique francophone qui a basculé dans la robustesse. En fait, c'est quand même un thème qui va s'imposer. Vous allez voir, dans quelques années, ce sera dans la culture commune. Moi, c'est ma prédiction. Et donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est celui-là. C'est pas forcément d'attendre qu'un expert vous dise quoi faire pour enrobuster vos projets de carrière, hein, vos futurs projets d'entreprise, dans vos familles, dans vos associations. Enfin, c'est vraiment très transversal, hein, ce truc-là. Donc, c'est pas un expert qui va vous dire quoi faire. Ça, c'est de la performance clé en main qu'on s'approprie pas. Non, c'est plutôt à vous et en collectif. Hein, si vous avez envie de rendre un projet plus robuste, ou de faire un projet robuste à l'avenir, parlez-en entre vous. Faites un groupe de 5-6, voilà, et là, vous avez un groupe, une communauté apprenante de la robustesse. Vous allez échanger sur la notion, voir les angles morts, voilà. Et ça va vraiment transformer. Vraiment. C'est-à-dire que ça sera la cellule de crise, mais 2.0, quoi. C'est une cellule joyeuse, en fait, parce qu'on est en train de construire la robustesse pour passer la fluctuation et construire le monde d'après. Donc là, vous avez un site, la Robustesse Power, qui a été créé par Gatien Bataille et Laurent Marceau, qui collecte tous les outils, les jeux, les écrits sur la robustesse. Et c'est tout en Creative Commons, donc c'est tout absolument libre. Des posters, des écrits, des méthodes, des jeux, il y a une fresque de la robustesse qui arrive, etc. Donc allez-y, quoi, hein, c'est vraiment voilà, domaine public. Bon, et si vous voulez creuser, il y a des bouquins, peut-être que je vais conseiller surtout le Antidote au cul de la performance, donc c'est un texte de 60 pages, un tract chez Gallimard qui vous dit ce que je vous ai dit là, mais en version punchline, quoi. Donc c'est un texte d'intervention, et puis si vous voulez creuser un peu plus en détail, c'est les 3 bouquins chez Odile Jacob, où là il y a les références et tout le bazar. Un MOOC chez Sator, normalement c'est gratuit pour les étudiants, si je ne me trompe pas, donc vous pouvez aller faire un tour, c'est 20 fois une demi-heure. Et puis Sator, il y a plein de cours super intéressants, et puis Institut Michel Serres, voilà, il y a des ressources. Je vais m'arrêter là, et voilà, je suis prêt pour vos questions. Merci. Oui, un très grand merci Olivier Amand pour votre conférence dérangeante, étonnante, stimulante, inspirante pour nous tous. Donc on va passer aux questions dans la salle. Oui, merci pour votre intervention. Je voudrais parler d'un économiste qui s'appelle Gaël Giraud et qui développe cette analogie entre les écosystèmes et l'économie, et qui compare un monde où on a de l'abondance et dans lequel on a des organismes qui sont très volumineux, ça c'est pour les écosystèmes, les dinosaures par exemple, et des économies avec des très grosses structures comme des grosses entreprises, des oligopoles, etc. Et un monde sans abondance fait de plus petites structures qui vont donc être, si je reprends vos mots, plus robustes. Dans quelle mesure vous êtes d'accord avec cette analogie ? Alors je suis assez d'accord. Gaël Giraud d'ailleurs a aussi un cours chez Sator, hein, donc vous pouvez faire un tour. Alors en fait, dans l'esprit, je peux vous donner un exemple. Il y a des dinosaures qui ont réussi, des dinosaures qui ont traversé la grande fluctuation. Le pigeon. Le pigeon, c'est un dinosaure qui a réussi. Il était là à l'époque, hein, et il a resté jusqu'à petit, voilà. Modulable, adaptable, lui il a réussi, quoi. Le gros diplodocus, non, par contre ça marche pas. Alors la petite nuance, c'est pas forcément la taille qui compte, c'est qu'en fait c'est plutôt l'architecture.
c'est qu'en fait, pour être robuste, c'est pas tellement, il faut pas seulement être petit, il faut surtout être modulaire. Par exemple, une baleine, on peut considérer que c'est robuste. Ça a quand même traversé des fluctuations énormes depuis des millions d'années. Le secret de la baleine, c'est que c'est des petites cellules. Enfin, c'est ou du vivant en général. Alors, c'est pas suffisant, parce que les dinosaures ont quand même disparu. Mais les êtres vivants, ce sont des structures modulaires, parce que chaque cellule, par exemple, je pourrais cultiver une cellule de ton corps en laboratoire. Et que je peux extraire une cellule de ton corps, je la cultiverai en laboratoire, la cellule, elle a tout ce qu'il faut pour vivre. Par contre, il faut que ça soit dans un milieu très contrôlé, parce que son espace de viabilité est petit. Mais c'est possible. Évidemment, c'est beaucoup plus riche quand cette cellule interagit avec d'autres. Mais la robustesse, en fait, elle est double. C'est que la cellule, elle a une robustesse interne, et elle a une robustesse par les liens aux autres cellules. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on peut grandir sans s'agrandir. C'est ça la magie du vivant. C'est qu'en fait, c'est plein de petites cellules qui interagissent, et ça, c'est robuste. Et donc, on peut avoir une très grande structure, mais il faut que son architecture soit modulaire. Donc, typiquement, voilà, les exemples comme Boeing, Evergrande, Stellantis, ça, c'est que des très grosses structures, too big not to fail, très pyramidales, qui sont extrêmement fragiles dans un monde fluctuant. Buurtzorg, ça, c'est un collectif d'infirmières, des équipes de 12 infirmières, en autonomie, en autogouvernance. C'est très, ils sont 30 000 maintenant, je crois. Enfin, si aux dernières nouvelles, ils sont jusqu'à 30 000. Donc, ça peut être très, très gros, mais c'est que des petites équipes de 12 personnes, quoi. Et ça, c'est robuste. Et donc on est assez d'accord avec Gaël Giraud. Merci pour votre présentation. Donc vous dites que l'optimisation fragilise, et donc que pensez-vous du fait qu'on ait un cours qui s'appelle optimisation? Est-ce que vous pensez que ce cours, on devrait le garder? Est-ce que l'école des ponts devrait le garder, ou est-ce que l'école des ponts devrait le réinterpréter? Que pensez-vous de ce cours qui est tout nouveau? La révolution est en route. Alors, dans le monde de la robustesse, on n'exclut pas la performance. On a besoin de la fièvre. Donc on a besoin de moments de performance, on a besoin de moments d'optimisation. Le plus important, c'est de rendre la performance compostable. Il faut mettre une date de péremption. Donc quand on commence à faire de la performance, quand on commence à faire de l'optimisation, il faut que ce soit pour une durée courte. Donc ça peut être utile de savoir ce que c'est que l'optimisation, mais par contre, je vous invite à ne pas prendre un cours sur l'optimisation comme le Graal de ce qu'il faut faire tout le temps. C'est plutôt l'exception. Il faut autoriser la performance sur dérogation. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Alors après, sur l'optimisation, peut-être que dans ce cours, alors je n'ai pas vu le cours, mais dans ce cours, en fait, il y a plein de types d'optimisation. Et si vous parlez avec Michel Gévert, par exemple, c'est un physicien belge qui a beaucoup travaillé sur l'optimisation robuste dans les années 80. Donc c'est GEVERS. Sauf que alors, son optimisation, c'est vraiment une sous-partie de la physique de l'optimisation. Donc on est là vraiment pour des spécialistes. Mais je vous invite à aller voir. Il a écrit des bouquins dessus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui connaît très très bien son sujet et qui vous raconterait exactement la même chose que moi, mais avec un langage de physicien. Alors le problème, c'est que cette optimisation robuste, c'est de la robustesse. C'est le mot optimisation. Donc en fait, c'est plutôt de la diversification, d'exploration, des jeux dans les rouages, des marges de manœuvre, etc. Il appelle ça optimisation, mais il faut bien comprendre que si vous parlez à un politicien, à un chef d'entreprise, à un citoyen, ce ne sera pas du tout ça qu'il va comprendre. L'optimisation, en général, c'est on sait 3 teases, et donc on fait que de la performance. Donc voilà, tout dépend du cours. Si l'optimisation dans le cours aborde tout le spectre des optimisations, à la limite, pourquoi pas, et même si c'est que l'optimisation, comme définie comme une augmentation des performances, c'est utile, mais c'est pour apprendre à être un pompier. Les 20 minutes du pompier qui est dans le feu, il doit faire de l'optimisation. Les 23 heures et 40 minutes du reste de sa journée, c'est de la robustesse. Oui, voilà. Ça sert pour les 20 minutes. Mais je vous invite à questionner les cours. Enfin, vous êtes là pour ça aussi. Je pense que les enseignants sont très partants pour avoir des retours des étudiants, justement. Juste pour info, à l'ESCP, il y a un club robustesse, donc l'École supérieure de commerce de Paris. Il y a un club robustesse qui questionne tous les cours de management. Donc c'est très bien ça. Ouais. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question vis-à-vis de la robustesse. Le premier moyen d'être robuste qui me vient en tête, c'est le stockage. On l'a constaté pendant le coronavirus. La robustesse, ça a été pour beaucoup le fait d'acheter une maison secondaire. On constate aussi que pendant les pénuries de matériaux, la robustesse, c'était de stocker des matériaux. Mais on voit que c'est une méthode qui, même si elle est efficace, augmente la consommation. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que dans la transition vers un monde robuste,
on augmente en fait la consommation chez nous pour être robuste au détriment du reste du monde? Merci, donc très bonne question en effet, parce que le zéro stock, ça c'est le monde de la performance, où on faisait du flux tendu, du zéro stock, donc très performant, très fragile, ça casse. Donc il faut faire des stocks. Dans le monde de la robustesse, il faut du stock, il faut des marges de manœuvre. Alors, il n'en faut pas trop non plus, parce qu'après ça devient, c'est un trop gros boulet, quoi, donc il y a un dosage à trouver. Mais comment on fait? En effet, pour pas tomber dans le panneau, de se protéger, en fait c'est la stratégie du bunker, d'avoir plein de stocks pour soi, et en fait c'est aussi très fragile finalement, parce qu'on oublie le tissu social, c'est toujours pareil. Alors comment on fait? Alors, là pareil, on peut regarder les êtres vivants, par exemple comment fait un arbre. Parce qu'un arbre a des stocks. Mais le point clé, c'est que c'est un stock masqué. Un stock masqué. C'est-à-dire que l'arbre, il vit avec un tout petit peu de stock sous l'écorce. La partie vivante de l'arbre, c'est ce qu'il y a sous l'écorce, les cellules vivantes. Donc là, il y a du sucre qui circule, donc il y a de la suffisance. Donc c'est pas l'abondance, mais il y a suffisamment pour vivre avec les fluctuations du monde. Bon, mais quand même, il y a des fois, l'arbre, il doit se prendre des grosses fluctuations. Donc, par exemple, il y a quelqu'un qui lui coupe la tête en deux, la foudre qui lui tombe dessus, voilà. Là, il a vraiment une perte énorme, une énorme fluctuation. Qu'est-ce qu'il fait? Et ben en fait, quand on regarde bien dans le tronc de l'arbre, qui est plutôt des cellules mortes, dans le tronc de l'arbre, il y a quelques rayons ligneux, ça s'appelle comme ça, qui sont bourrés de sucre. Et ça, ce sont des stocks masqués, des stocks stratégiques, que l'arbre n'utilise jamais. C'est qu'un arbre, il peut vivre pendant 50 ans, il aura stocké tous ses sucres dans son tronc, là, et il ne les utilisera jamais. C'est des stocks masqués. Le jour où il a la foudre, il va pouvoir utiliser ses stocks. En fait, il a un deuxième un stock stratégique, donc il va pouvoir vider son stock, refaire des bourgeons, refaire des feuilles. Et donc, la première chose qu'il va faire quand il fait de la photosynthèse, c'est de re-remplir ses stocks stratégiques, qu'il va peut-être jamais utiliser jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, à mon avis, ça c'est une clé. C'est qu'en fait, si on vit dans son stock, on vit dans l'abondance. Et là, je vais faire du Gale-Giro. Quand on vit dans l'abondance, ça stimule la compétition, la performance. Et en fait, on rebascule dans le monde de la performance. C'est que si on vit dans son stock, ça ne marche pas. En fait, ce qui marche, c'est de faire de la coopération, de la robustesse, dans un monde où on a juste assez de ressources, finalement. Quand on a trop de ressources, on bascule dans le délire performant. Donc voilà, le stock masqué. Merci beaucoup. Bonjour, j'ai une question par rapport au terme de résilience, parce que j'ai l'impression que c'est un concept qu'on entend, qu'on voit beaucoup, surtout dans des textes de politique publique ou des textes de loi. Et vous n'en avez pas parlé. Alors, je voulais savoir si... moi, j'aurais tendance à l'associer à la robustesse, mais je voulais savoir si vous l'associez à la robustesse ou pas. Merci. Alors, en effet, je n'ai pas employé le mot résilience à dessein. Alors, en fait, j'ai évolué, moi aussi, sur la résilience. Alors, la première fois que j'ai entendu le mot résilience, je me suis dit que c'était une bonne nouvelle, parce que c'était l'arrêt de mort du développement durable. C'est que le développement durable, c'est la croissance verte, c'est toujours l'hypothèse qu'on va toujours aller, c'est la croissance économique éternelle, le développement durable. Donc finalement, c'était pas intéressant. D'ailleurs, les objectifs du développement durable, on ne va pas les atteindre. 17 objectifs en compétition les uns avec les autres, évidemment, ça marche pas. Enfin, c'est pareil pour les limites planétaires, au passage. Ça, c'est quand même toujours des formalisations qui sont en silo, en compétition, c'est de la performance, avec des indicateurs, etc. Donc en fait, quand j'ai vu la résilience, je me suis dit, la résilience, voilà, on est là, on tombe et on se relève. Donc ça veut dire que c'est plus la courbe comme ça, là. Donc ça, c'est intéressant. Et puis après, quand on réfléchit bien, on se dit, oui, mais alors ça marche pour un traumatisme. C'est que s'il y a vraiment une énorme rupture systémique, oui, on rebondit. Bon, si on rentre dans la polycrise, dans la permacrise, où ça n'arrête pas de faire ça, on ne va pas être résilient à chaque fois. Donc la résilience, je suis passé d'un mot intéressant à un mot inutile. Je me suis dit, en fait, non, ça ne marche pas. Et maintenant, je me suis un peu radicalisé. Maintenant, je pense que c'est un mot toxique. Parce que la résilience, en fait, avec cette courbe-là, où on tombe et on se relève, en fait, c'est aujourd'hui, c'est hybridé avec le culte de la performance, et ça devient une incitation à tomber pour se relever. On va apprendre de ses échecs. C'est une réincarnation du péché judéo-chrétien. C'est incroyable. On va se flageller. En fait, on apprend aussi de ses réussites. C'est fou, quoi. L'école, c'est le lieu où on apprend de ses réussites. Pourquoi faudrait-il apprendre uniquement des échecs? Je ne dis pas qu'on n'apprend pas des échecs, on apprend des échecs, mais on apprend beaucoup plus souvent des réussites. Et en fait, il y a autre chose, c'est que la résilience, c'est une trajectoire, on tombe et on se relève. Donc on oublie très souvent ceux qui ne sont pas relevés, donc c'est toujours pareil. L'histoire est écrite par les vainqueurs, donc ceux qui ne sont pas relevés, donc on va sélectionner les résilients. Vous savez, c'est à Fukushima, après Fukushima, politique nationale de la résilience, en effet, un des mots qu'on trouve en politique. Politique nationale de la résilience, pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer.
Là, vous voyez la résilience, là, à quel point ça peut être toxique quand même. Donc ça peut être une injonction à tomber pour sélectionner les résilients. Et en fait, quand on réfléchit bien, la résilience, c'est désastro-dépendant. C'est qu'il faut un désastre pour que ça marche, la résilience. Ça ne marche que si on tombe. Donc en fait, c'est toujours pareil, c'est un peu la pulsion de mort en fait. Alors que la robustesse, c'est pas une trajectoire où on tombe et on se relève. La robustesse, c'est un espace de viabilité qu'on élargit. Donc on crée un espace dans lequel plusieurs trajectoires sont possibles. Et dedans, il y a la trajectoire résiliente. Mais si on tombe, on est sûr de se relever. Donc je ne suis pas contre la résilience, c'est juste qu'il faut donner le primat à la robustesse. Il faut d'abord être robuste pour pouvoir être résilient. Si je prends une analogie, imaginez que vous êtes sur un bateau dans une tempête. Vous avez un peu deux choix. C'est soit vous mettez toute votre énergie dans les canaux de sauvetage, ça c'est la résilience, plutôt pulsion de mort, soit collectivement, tout le monde travaille sur le bateau. Ça c'est la robustesse. Voilà. Alors je ne dis pas qu'il y a toujours un peu des deux, mais si on ne travaille pas sur le bateau, on est sûr de couler. Bonjour. Moi, j'avais une... en fait, je trouve que ce que vous dites est intéressant, mais j'ai l'impression que c'est une pensée juste un tout petit peu occidentale, parce que nous, on peut se permettre d'être robuste, parce qu'on ne vit pas la crise climatique directement. Mais des pays comme le Pakistan, par exemple, où il fait 50 degrés en été, ils n'ont plus le temps d'être robustes maintenant, il faut agir maintenant. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Alors ce qui est fou, c'est qu'on est tous en train, en synchrone, de basculer vers la robustesse. Les pays du Sud comme les pays du Nord. Et à vrai dire, les fluctuations qu'on ne voyait que dans les pays du Sud, maintenant on les voit dans les pays du Nord. En Belgique, par exemple, Verviers, c'est une ville qui s'est fait balayer par une méga inondation. Avant, on voyait ça qu'à la télé dans les pays du Sud. Et maintenant, ça arrive à Verviers, en Belgique. Et en fait, si on réfléchit bien, les pays du Sud sont en fait en avance sur le monde de la robustesse, parce qu'ils sont à la marge. Eux, ils vivent déjà des fortes fluctuations. Et quand vous regardez bien, quelles sont les philosophies qui sont en train d'émerger en ce moment ? C'est le buen vivir sud-américain, c'est l'Ubuntu de l'Afrique australe, c'est le Swaraj, l'émancipation de l'Inde, c'est le Tangping chinois. Le Tangping, c'est la Gen Z chinoise, qui refuse de travailler de 9h à 21h, 6 jours par semaine. Donc en fait, c'est en train de venir de partout. Et donc on est en train de vivre un moment décolonial. Mais enfin, c'est seulement maintenant qu'on vit le moment décolonial, c'est-à-dire qu'avant, c'était les pays du Nord qui disaient aux pays du Sud quoi faire. Aujourd'hui, c'est les pays du Sud qui sont en avance sur la robustesse et qui sont en train de nous dire quoi faire. L'agroécologie, par exemple, l'agroécologie, ça s'est revitalisé en Amérique du Sud. C'est le bouquin de Altieri au début des années 80. C'est l'Argentine. Alors, je ne parle pas de Javier Milei, mais des paysans qui font de l'agroécologie en Argentine, c'est ceux qui sont les plus avancés sur l'agroécologie. D'un point de vue légal aussi, je vous invite à aller voir les textes de loi sur l'agroécologie, très avancés en Argentine. C'est ça qui nous irrigue, en fait, qui nous donne des idées. Le tout réparable, l'Afrique ne nous a pas attendu pour faire du tout réparable. En fait, on est dans un moment d'inversion. Et donc, moi, je suis très optimiste pour le fait que ça va être un moment synchrone. Et d'ailleurs, le plus simple pour le voir, c'est que pendant la crise Covid, on a tous porté un masque et on a tous été confinés en même temps. C'est ça aussi, l'époque dans laquelle on est, c'est un moment de synchronicité. Et donc cette bascule de la performance à la robustesse, ça va être quelque chose qui va se passer partout. Il y a un documentaire que vous pouvez aller voir qui est assez joyeux aussi là-dessus. C'est Bigger Than Us de Flore Vasseur. Bigger Than Us, Flore, en fait, elle a suivi 7 jeunes dans le monde entier. Donc en Indonésie, au Liban, voilà. Et c'est des jeunes qui ont entre 10 et 20 ans et qui changent les lois de leur pays. Partout. Pour le droit des femmes, le droit des écosystèmes, tout ça. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est la même génération, partout dans le monde, qui est en train de faire basculer le monde. Alors je sais bien qu'il y a encore des jeunes qui rêvent de passer leurs vacances à Dubaï ou qui vont acheter tous leurs vêtements sur Chine. Ça existe aussi. évidemment, on est plein de contradictions et c'est très bien qu'il y ait plein de contradictions. Mais le mouvement, c'est plutôt d'aller vers ça. Et même si je fais un petit point sur le tourisme, parce que souvent on me dit mais alors du coup les pays du Nord, les pays du Sud, comment on fait, voilà. Est-ce que nous, il faut qu'on s'interdise de faire du tourisme pour aller au Sud ? Non. Le voyage robuste, c'est un voyage. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez 1 an dans le pays du Sud. Et là, vous allez apprendre ce qui se passe, vous allez vraiment interagir avec les gens, et vous allez ringardiser le tourisme où on passe 1 semaine aller-retour, qui est très fatigant, on n'apprend rien, on ne rencontre pas les gens. Ça, c'est performant, c'est le napoléonien. On fait la liste des pays qu'on a fait. Et en fait, c'est pas des voyages, quoi. C'est de la télé, quoi. Donc moi, pour revenir à ta question, je serais en fait très optimiste sur le fait que ça va basculer beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et les pays du Sud vont plutôt nous aider
à basculer. Encore une fois, c'est un peu inversé. Pensez à la terre crue, hein, par exemple, juste pour un petit dernier exemple. Je suis intervenu dans une école de management à Alger. Et ben, dans cette école de management à Alger, quand je leur ai parlé du low-tech et tout ça, là, tous les étudiants en école de management, hein, ils avaient quelqu'un de leur famille qui était capable de construire des choses en terre crue. Une canalisation, une maison, hein, tous. Bon, bah ici, je pense que ça serait quand même un certain nombre de poignées de main avant que vous trouviez quelqu'un qui est capable de construire quelque chose en terre crue, hein, pas dans votre famille. Hein. Peut-être vous avez un grand-père ou une grand-mère qui est, mais à mon avis, c'est peu probable. Hein. Mais là, en fait, eux, ils s'en avancent. Ils sont capables de faire des canalisations en terre crue dans le désert. Hein. C'est incroyable, hein, quand même. Nous, moi, je ne sais pas faire. Hein. Bonjour, merci beaucoup. Peut-être plus terre à terre. Donc vous avez dit que donc on va probablement moins se spécialiser dans un monde qui devient plus robuste. Est-ce que une thèse, par exemple, c'est pas un exemple de surspécialisation? Est-ce que, alors il y aura peut-être pas plus de thèses, mais est-ce que on va aller vers une diminution du nombre de thèses? Alors non, je crois pas. Hein. Au contraire, le monde de la robustesse, c'est le monde de l'innovation. Alors là aussi, il faut inverser. Oui, alors le mot innovation, par exemple. Voilà, le mot innovation, dans le monde stable, abondant en ressources, le moteur de l'innovation, c'est les concurrents. Plus il y a de concurrents, plus il y a d'innovation. Et donc l'innovation, elle est incrémentale. Et donc c'est de la petite innovation. Il faut quand même réaliser hein, que depuis le projet Manhattan, entre 1944 et 1946, hein, quand on a fait la bombe atomique, il ne s'est pas passé grand-chose dans le champ du numérique. Hein. Enfin, je veux dire, entre 1944 et 1946, on développe le code binaire, l'unité centrale, la mémoire, l'ordinateur, le numérique et l'IA. Tout ça, ça a été créé pendant le projet Manhattan, entre 1944 et 1946. Tout ce qui suit, c'est incrémental. Hein. Il n'y a pas eu d'innovation de rupture depuis, de ce type de rupture. Vous voyez, c'est en dessous. Hein. Alors, enfin, là, je déraille. Donc ça c'est l'innovation. Voilà, l'innovation dans la robustesse, c'est pas la concurrence qui est le moteur de l'innovation, c'est le monde fluctuant. Et donc, le monde de la recherche va être très stimulé dans le monde de la robustesse parce qu'en fait, on n'a plus le frein de la concurrence, c'est le monde fluctuant. Vous avez vu l'extrême défi de l'ADEME, là, par exemple. Ça, c'est de la recherche, c'est pareil. C'est en fait, on va chercher beaucoup plus collégialement, en fait. Et donc, ce sera certainement des thèses qui auront d'autres rôles. Mais par contre, alors, je vais quand même rebondir sur le côté spécialisé parce que dans le monde de la robustesse, on peut être spécialisé. Mais par contre, il faut interagir avec d'autres personnes qui sont peut-être aussi spécialisées, mais qui font autre chose. Alors un exemple qui est moins dans le champ de la recherche, mais c'est par exemple les districts industriels italiens. Ça, c'est des petites PME spécialisées. Bon, une petite PME spécialisée aujourd'hui, normalement, elle meurt. Hein. Dans un monde fluctuant, elle ne tient pas le choc. Alors pourtant, les petites PME spécialisées italiennes, eh ben, elles ont tenu le choc. Ça, c'est les districts industriels italiens. Donc, c'est des petites PME spécialisées qui se sont mis en collectif, hein, finalement. Elles ont mis un pot commun, elles ont mutualisé des choses. Et donc là, elles sont toutes spécialisées, mais c'est l'ensemble qui est robuste. En fait, ça, c'est la phrase d'Eisenhower. Hein, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Donc, si vous êtes spécialisé, eh ben, vous allez trouver de la robustesse en interagissant avec d'autres personnes qui sont spécialisées et qui font d'autres choses, quoi. Les districts industriels italiens, ils ont très peu délocalisé. Alors que nous, en France, où on mise plutôt sur les grands groupes pyramidaux, eh ben nous, on a beaucoup délocalisé. Donc on a fait un mauvais choix politique, quoi. Donc, si je reviens à la thèse, donc on peut très bien faire une thèse très spécialisée, mais par contre, il faut la penser en interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fait, on fait sa thèse très spécialisée, mais on est beaucoup en lien avec les sciences sociales, les sciences physiques, les maths, la bio. Enfin, voilà. En fait, ce qui compte, c'est la question, c'est plus la discipline. Dans les universités anglo-saxonnes, maintenant, il y a des départements qui sont plus par discipline, ils sont par studies. Donc, c'est les transition studies, les gender studies, etc. Ça, c'est la question qui domine et toutes les disciplines qui tournent autour. Voilà, ça c'est des modèles universitaires beaucoup plus intéressants. Il y a aussi autre chose, enfin là je déraille un peu sur la question, mais les professeurs changent de posture. Le professeur, c'est plus tellement quelqu'un qui apporte des réponses, c'est quelqu'un qui pose des questions. Et ce sont les étudiants qui vont chercher les réponses. Classe inversée, pédagogie active. Alors, il y a des trous dans la raquette, mais ça permet d'apprendre à apprendre. Ça c'est robuste. Ça c'est beaucoup plus robuste, quoi. Bonjour. Merci. Et alors, je voulais vous poser une question vis-à-vis de l'école que vous avez mentionnée précédemment. Comment est-ce que vous envisagez l'école, et notamment l'école primaire, dans le monde de demain? Et est-ce qu'il y a des mesures, enfin notamment, je pense par exemple à la couture, à la menuiserie, etc., des choses qui ont disparu. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place ou des débats qui sont portés vers ce domaine?
Oui, alors en effet, alors nous dans le monde de la performance, l'école de la performance, qu'est-ce qu'on fait? On voit que les résultats sont pas là, donc on réduit le nombre de disciplines et on va se concentrer sur les maths et le français. Stratégie de performance, canalisation, optimisation, enfin c'est incroyable. Une fois qu'on l'a vu, on le voit partout. Donc ça c'est le modèle de l'éducation nationale qui se plante un peu. Quand même. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Les contre-modèles, c'est quoi? En effet, c'est les écoles du dehors, des écoles où on apprend des savoirs pratiques, où en fait on joue avec ses mains. Ça c'est vraiment essentiel, c'est qu'on se reconnecte à son corps, c'est pas juste intellectuel, donc c'est la pratique artistique, en effet, la couture, des travaux pratiques. Donc tout ça c'est en train de devenir aussi, donc il y a les contre-modèles qui arrivent, les écoles du dehors où de coup on passe une partie de sa semaine à l'extérieur, avec le vivant, avec les fluctuations du vivant, avec les abeilles qui y passent, etc. Donc quand on est dans ce monde fluctuant, on n'apprend pas de la même façon, on fait attention aux autres, on apprend à coopérer. Et puis c'est aussi, donc toujours pareil, une école où les profs n'apportent pas que des réponses, ils sont surtout là pour poser des questions. Et pour que les élèves aillent chercher des réponses chez le boulanger du coin, où ça circule, quoi. Ça fait société, ça. Et c'est aussi, et j'ai presque envie de dire principalement, une école où on change de type d'évaluation. C'est que dans l'école de la compétition, qui est un peu l'école Jules Ferry, on va dire, c'est une école où on fait des concours, par exemple, où on sélectionne le premier de la classe. Et à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on célèbre? C'est le premier de la classe qui a écrasé tous les autres. Donc en fait, c'est un moment de violence. Ce qu'on célèbre, c'est de la violence, finalement, compétition violente. En fait, dans le monde de la robustesse, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on évalue? On évalue à la fin de l'année l'élève qui a appris quelque chose, qui a fait un projet et qui l'explique à ses camarades. Et donc ce qu'on célèbre, c'est pas la compétition, c'est la coopération. On va évaluer sa capacité à partager des savoirs, sa capacité à faire un projet avec d'autres personnes. Donc ce qu'on va vraiment célébrer, c'est la coopération. De nouveau, ça c'est des écoles beaucoup plus joyeuses. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut basculer d'un système à l'autre. Il faut avoir tout le spectre des systèmes. Donc il y a des écoles de la compétition qui vont très bien convenir. Donc je pense que, comme pour moi, ça m'a bien convenu. Je pense que pour vous, ça vous avez bien convenu aussi. Si vous êtes là, c'est que ça marchait bien. Mais il faut bien réaliser que pour certainement à peu près 80% de la population, ça ne convient pas. Et donc on a besoin d'avoir des écoles qui sont avec d'autres modèles, d'avoir une diversité d'écoles. C'est toujours pareil, hétérogénéité, etc. Et donc s'il y avait une chose à faire, un truc un peu politique à faire, ce serait d'imposer qu'au ministère de l'Éducation nationale, il y ait au moins 20% du personnel qui sont des personnes qui ont totalement échoué à l'école. Parce que ce sont les seuls qui sont capables de voir le problème. Parce que si on prend que des gens qui ont réussi à l'école, ils vont reproduire le modèle scolaire qui leur a convenu, quoi. Donc ils vont pas être capables de voir le problème, quoi. Donc c'est ça. L'école de la robustesse, on diversifie, quoi. On a plein d'autres modèles. Donc il y a plein d'exemples, les Montessori, Freinet, Stromberg en Finlande. Il y a toute une zoologie de solutions. Et c'est en général des écoles où on émancipe les élèves. Voilà. Merci. Bonjour. C'est pour revenir sur une remarque de mon collègue. Genre le passage à la robustesse, ça peut marcher bien entre des pays du Nord qui visent vers ça et les pays du Sud qui peuvent. Mais pour que ça marche globalement, ça engendre quand même que par exemple des géants comme les États-Unis ou la Chine, ils acceptent. Avec la Chine et son projet de rattraper tout le monde, enfin je doute que quelqu'un comme Xi Jinping ou Donald Trump ou même Kamala Harris vont accepter de passer vers le monde de la robustesse. Oui, moi aussi j'en doute. Et en fait, quand vous regardez bien, les fameux mal barrés, là, c'est des hommes qui sont là depuis très longtemps. Poutine, il est là depuis plus longtemps que Staline, quand même. Faut se rendre compte. Il a dépassé Staline en durée. Donc c'est quand même, on sent qu'on est quand même à la fin de quelque chose. Alors l'approche, donc il y aurait une approche un peu performante qui serait d'aller dans la confrontation, donc de forcer les États-Unis à basculer, de forcer la Chine à basculer, ou j'en sais pas. Enfin, ça dit, la Chine a fait plein de choses intéressantes aussi, mais donc voilà, et ça c'est la solution performante qui ne va pas marcher. C'est-à-dire que si je vais parler de robustesse à Trump, je sais que ça sert à rien. C'est ce qu'on appelle une zone pathogène. C'est que je vais m'épuiser et ça va servir à rien. Donc il y a une façon beaucoup plus non violente de faire les choses et qui est beaucoup plus transformatrice. Donc là je vous invite à lire les écrits de Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'est un activiste américain des années 30, des années 60, qui a en fait développé des tas de protocoles pour faire de la lutte sociale qui transforment vraiment et de façon non violente. Et donc une des choses qu'il dit, c'est que ça sert à rien de confronter son adversaire directement, parce que ça ne va faire que conforter l'adversaire dans ses convictions. Enfin, je pense que vous avez tous eu des débats où c'est ce qui s'est passé. Donc il faut plutôt penser en latéral, donc penser aux étourneaux.
Faites des alliances latérales. Si vous avez 2000 profs du secondaire qui manifestent dans la rue, il y a peu de chances que ça change quoi que ce soit, parce qu'on a l'impression que c'est juste un corps qui se protège lui-même, quoi. Si vous avez que 500 personnes qui manifestent dans la rue, mais dedans il y a des éboueurs, des chefs d'entreprise, des chercheurs, des anthropologues, des élèves de l'école des ponts, bah là ça va changer les choses, parce qu'il y a une alliance plurielle. Et là, ça a beaucoup plus de poids. Donc les alliances latérales, en fait, c'est une stratégie quasi militaire d'encerclement. Donc plutôt que de lutter contre le cœur du système, vous faites des alliances latérales pour étouffer le cœur du système. Et il y a un moment, le cœur du système va basculer avec la marge ou mourir. En fait, il va se ringardiser. Si vous voulez, quand Elon Musk fait un salut hitlérien en mondiovision, bah, je pense qu'il s'en est vraiment pas rendu compte. C'est que pour lui, c'était super, quoi. Et bah, c'est l'exemple typique du centre qui se ringardise en temps réel, quoi. Donc on est dans ce moment-là aussi. Donc voilà, moi je dis pas, je suis pas bisounours, hein, il y aura de la casse. Il y a déjà de la casse. Il y aura de la casse. Mais plus on fait des alliances latérales, et plus on se protège soi-même, et plus on construit le monde robuste qui vient. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Partiellement, je sens. Bon, je pense qu'on va prendre la dernière question. Bonjour et merci encore pour votre intervention. Je voulais juste savoir votre avis sur la faisabilité d'un tel projet, sachant que le monde de la performance est fait pour prospérer, parce que plus les autres sont performants, plus on a envie de l'être. Et justement, casser ce système-là en proposant quelque chose de nouveau, est-ce que ça va pas être tellement dur qu'au final, rester dans la performance va être bien plus facile et nous donner une illusion de prospérer encore plus? Oui, alors c'est vrai que rester dans le monde de la performance, c'est le monde de la paresse, hein. Contrairement à ce qu'on croit, hein. On pense toujours que le monde de la performance, c'est le monde de l'effort, de la méritocratie. Non, c'est le monde de la paresse, hein. On ne déraille pas, en fait. Donc, alors, comment... en fait, c'est là qu'il faut changer de vision. Je vais prendre un exemple très concret. Dans le monde du reconditionné, par exemple, donc les téléphones reconditionnés, il y a plein d'objets qui sont reconditionnés en ce moment, il y a des entreprises qui ont choisi le modèle performant, et donc qui ont un client, un fournisseur. Donc là, ça va super vite, parce qu'on a un seul client, un seul fournisseur, donc ça tourne très très vite, très performant. Ils font 100 à 200% de croissance chaque année, hein. Donc c'est vraiment des entreprises qui marchent très très fort. Mais il y a un jour, il y a un grain de sable chez un client, il y a un grain de sable chez un fournisseur, et ils explosent en vol. Et donc, c'est des entreprises qui durent 1 à 2 ans et qui explosent. Alors, à côté de ça, il y a une boîte parisienne, d'ailleurs, qui s'appelle Recommerce. Donc, c'est Pierre-Étienne Roinal, le PDG. Recommerce, ils font du reconditionnement. Mais alors, eux, ils ont une autre stratégie de robustesse. Ils ont diversifié les clients, diversifié les fournisseurs. Ils ont une forte politique sociale dans l'entreprise. Donc, c'est un début de robustesse, hein. Il n'y a pas de robustesse socio-écologique, mais c'est déjà une robustesse interne. Eux, ils ne font que 20% de croissance par an. Donc, c'est quand même 5 à 10 fois moins que la concurrence. En fait, ils sont toujours là depuis 20 ans. La rentabilité d'une entreprise est d'abord corrélée à sa robustesse. C'est juste mental, hein. En fait, penser que la performance, c'est le bon chemin, en fait, tout nous montre que ce n'est pas le bon chemin. C'est juste, il faut s'ouvrir au fait qu'en fait, on est déjà dans le monde fluctuant, et donc vous ne ferez pas les mêmes choix si vous savez que vous êtes dans le monde fluctuant et que les fluctuations vont augmenter. Et ça se voit dans plein de secteurs. Dans le secteur du bâtiment, c'est pareil, hein, c'est en train de changer fondamentalement, hein. Il y a Fabrice Bonifay, par exemple, qui me racontait que maintenant, quand on construit des bâtiments, très souvent, l'ascenseur, par exemple, il est plus livré avec le bâtiment, il est propriétaire de celui qui installe l'ascenseur. C'est juste un exemple, hein, pour illustrer. Avant, quand on vendait le bâtiment avec son ascenseur, on mettait un ascenseur qui, au bout de 10 ans, fallait tout changer, quoi. C'était de l'obsolescence programmée, hein, toujours pareil, hein, performance, fragilité, enfin, c'est... Maintenant que c'est le producteur de l'ascenseur qui est propriétaire de l'ascenseur et qui le loue à l'immeuble, ils mettent pas du tout les mêmes câbles, hein. Et ça, des ascenseurs qui sont très robustes, parce que c'est eux qui doivent assurer la maintenance. Tu vois, en fait, c'est vraiment une autre logique. Et c'est en train de se passer maintenant, là, hein. Pareil, dans le bâtiment, il y a des pénuries de tuiles, il y a des pénuries d'acier, des pénuries de granulats, enfin, il y a des pénuries pour à peu près tous les matériaux. Les compétiteurs directs, ils coopèrent maintenant. Il n'y a plus de concurrence librement faussée, hein. Enfin, plus tellement. Il y en a encore, mais c'est un masque, c'est un écran. En fait, dans la réalité, tout le monde est en train de coopérer parce qu'il n'y a plus assez de ressources pour faire de la compétition. Donc moi, encore une fois, je suis très confiant que c'est en train de se passer. C'est juste qu'on n'ose pas.
C'est juste, il faut un peu d'audace, un peu de courage, et surtout comprendre que c'est d'abord culturel. C'est d'abord dans la tête. Voilà. Alors, cher Olivier, je vous remercie pour ces échanges très riches avec la salle. Merci. Merci.